Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties, où l'on parle d'une œuvre, une série ou un film. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ben, ça va bien, on va faire la suite, la partie 2 de notre podcast de la semaine dernière. C'est ça, la partie 2 sur la partie 2 de Dune. Et voilà. Donc voilà, la boucle est bouclée. N'hésitez pas à écouter notre premier épisode qui était assez complet. On parle de Frank Herbert, donc l'écrivain. On parle de la première partie du coup de Dune, du film, et de nos espérances pour la deuxième partie. Donc c'est un peu un complément à cet épisode-là. Et voilà, on se retrouve pour la deuxième partie et on va conclure notre cycle de Dune, j'ai envie de dire. Effectivement. Enfin, il n'est pas complet parce qu'il nous manque Dune Messia, mais bon, ce sera dans quelques années, tout ça. Oui, peut-être il y aura plus encore, à mon avis. Effectivement. Et bien, comme la semaine dernière, on est encore une fois accompagné de Cyril. Bonsoir Cyril. Bonsoir tout le monde, bonsoir les gars, merci de m'avoir invité. C'est cool, on débatte. Ça y est, bon là on est tranquille. Après celui-là, on est tranquille pour quelques années normalement pour Dune, n'empêche. À part les séries, mais pour les films, on devrait être tranquille pour un moment. On en parlera un peu à la fin des séries. Du coup, Cyril, comment ça va ? Retour sur Arrakis, encore une fois ? Ouais, grosse claque, hein. Une grosse claque. Déjà, il démarre, il donne son avis direct. Non, j'exprime en fait peut-être ressenti général. Hein, de toute façon, non, ressenti général. A priori, de toute façon, grosse claque pour pas mal de gens. C'est une belle surprise, surtout. Après le côté mou du premier, là, a priori, ça a réveillé les gens. Là. Ça a réveillé l'intérêt des gens pour le lore. Depuis une semaine, ça n'arrête pas. Bon, Ista, on va peut-être attaquer la prod. Oui. Mais bon, on va pas s'éterniser dessus. On s'est déjà beaucoup éternisé sur Frank Herbert et tout ça dans la première partie, donc n'hésitez pas à l'écouter. Mais on va peut-être questionner l'expert en Dune, Monsieur Cyril, sur parce que du coup, t'avais pas du tout spoilé la deuxième partie du bouquin, puisque ça. Dune 1 du coup de Villeneuve, ça prenait la première partie du bouquin. Là, on est sur la deuxième partie. Du coup, la deuxième partie du bouquin, est-ce que c'est la meilleure partie ? Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ? Est-ce que tu la trouves adaptable ? Est-ce qu'elle est bien adaptée ? Mais avant peut-être de rentrer dans la critique, mais juste comme ça par rapport au bouquin. Bon, je vais commencer par un paramètre à prendre en compte. Hein. Je ne suis pas objectif, je suis entre deux visionnages. Donc forcément, j'ai fait mon premier visionnage cette semaine et j'y retourne la semaine prochaine. Donc là, je suis encore complètement sous le coup de l'émotion. Complètement. Donc là, j'ai pris une belle claque, même si avec le recul, il y a quand même 2-3 bricoles qui... Enfin, je dirais pas qui chagrinent, mais qui sont intéressantes du fait de l'adaptation que Villeneuve en a fait. Mais non, vraiment, dans l'ensemble, j'ai adoré. J'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner, vraiment. Hein, on s'en prend, que ce soit au niveau de l'image, on aime ou on n'aime pas, mais au niveau du son, c'est une dinguerie. Vraiment, toutes les estrades tremblent. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller le voir en Dolby. Je vais aller le voir en IMAX pour avoir le son DTS là, cette semaine. Le premier, déjà, était pas mal dans ce genre-là. Là, il éteint le premier hein, sur les effets sonores, c'est un délire. Comparaison avec pour le coup la deuxième partie du bouquin ou le deuxième bouquin à l'époque comme c'était initialement fait, il y a pas mal franchement on ressent clairement l'amour de Villeneuve pour le lore. Il y a vraiment un côté fait pour les lecteurs. J'exagère en disant ça, mais il y a vraiment des bonbons pour les lecteurs que forcément les autres peuvent pas avoir. Il y a pas mal de subtilités. Vraiment tout est fait dans la nuance et dans la subtilité dans le jeu des acteurs, dans le situationnel, etc. Ce qui fait que pour quelqu'un qui n'est pas initié au lore, en vrai, il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu peux passer à côté. Hein. Mais du coup, grosse. Là, on commence à attaquer un gros personnage. On commence à attaquer Paul sous un autre angle, et là, c'est vraiment là où ça devient intéressant, parce que pour le coup, le premier, c'est vrai qu'il était très mou. Là, pour le coup, on a un changement radical du personnage. Et j'attends de voir, parce que là, a priori, de ce qu'on a vu, il respecte le perso. Donc, a priori, il pourrait peut-être aller jusqu'au bout pour le troisième. Si la Warner le laisse faire, etc. Donc,
Ouais, là, je suis chaud. Au niveau du bouquin, c'est en tout cas pour les fans de Dune, c'est bien adapté, quoi. C'est assez fidèle, même si il y a des choix d'adaptation. Parce que pour le coup, il y a Villeneuve qui a fait quelques interviews, forcément pour la promo de Dune 2. Et où il explique, typiquement, il répond à des questions qu'on se posait un petit peu sur le premier podcast, à savoir pourquoi est-ce qu'il manque la guilde, pourquoi est-ce qu'il manque ça. Et typiquement, lui, ce qu'il voulait, c'est, comme il disait, ce qu'il voulait, c'est les femmes, c'est les Bene Gesserit dans le lore. Du coup, il a pris le parti pris de se focus sur ce clan et d'en évincer complètement d'autres. C'est même pas sûr que ce soit retraité par la suite ou juste évoqué. Mais non, dans l'ensemble, c'est très fidèle. Mais il y a 2-3 libertés d'adaptation que moi, je trouve intéressantes. Je suis encore en train de les digérer, donc je sais pas si j'aime ou j'aime pas. Il y en a une en particulier, je sais pas si j'aime vraiment. Mais dans l'ensemble, non, c'est très fidèle. C'est très fidèle. Pour le coup, je vais même pouvoir détailler un peu plus tout à l'heure quand on abordera quelques scènes spécifiques où il pourrait y avoir quelques plaintes de justement certaines scènes ou autres. Où justement, en fait, c'est complètement bien retranscrit. Parce que Herbert se focalise sur certaines choses et en laisse d'autres de côté. Ok, on verra, on va voir tout ça. On va juste parler vite fait de la production. Ista, on a eu quelques ajouts au casting quand même dans ce nouveau blockbuster. Oui, déjà je voulais juste dire un truc par rapport à la prod, c'est que déjà le film n'a pas été tourné, les deux films n'ont pas été tournés en même temps. Oui. Malgré que le film arrive quand même assez vite, 2 ans après le premier. Ce qui était une volonté de Villeneuve d'ailleurs à la base, de le tourner les deux en même temps. Oui, il voulait, mais Warner n'était pas, voilà. Mais vu le premier a plutôt bien marché, donc ils ont direct lancé la production du 2 derrière. De toute façon, il avait déjà le script de près pour la deuxième partie, donc voilà ça. T'écoutes Villeneuve, il a pas fait de pause, il a enchaîné direct, le premier est sorti et il a commencé à bosser tout de suite sur le 2. Effectivement, et donc ensuite au casting, on a eu le nom de Léa Seydoux, Florence Pugh, Austin Butler et Christopher Walken. Ouais, des grands noms des grands noms du cinéma quand même. Parce qu'il y en a aussi dans les Fremen, il y a une actrice suisse, il me semble, mais je sais plus son nom. Mais je ne sais plus son nom aussi. Après, elle a un tout petit rôle, hein, franchement. Vraiment un rôle très, très, très réduit. On a eu une petite augmentation de budget quand même pour celui-là. Ça méritait. Ouais, il est passé à 200 millions de dollars. Comparé à 165, il me semble, pour le premier. Après, je pense que le côté un peu plus spectaculaire, voilà, c'est peut-être là qu'est parlé. Il y a eu le casting aussi, j'en ai réfléchi. Peut-être là aussi que c'est parti les 35 millions bonus, on va dire. Après, voilà, le casting toujours aussi incroyable, toujours avec des superstars. Et le film sort, et alors quelle réception quand même du public, Ista. Oui, alors notamment là en France, pour son premier jour, il a fait 166 000 entrées. C'est au-dessus du 1. Le 1, il avait fait 115 000 entrées. Mais en fait, c'est même plus que ça, puisqu'en fait, en comptant les avant-premières, il a fait 260 000 entrées. Et c'est donc le meilleur démarrage pour 2024, en tout cas, sur tout ce qui est sorti en 2024. Et pareil aux États-Unis, où il vient de faire, là, ça vient de tomber, il vient de faire 81,5 millions de dollars. C'est le double du premier, qui avait fait 41 millions. C'est le plus gros opening de 2024 pour l'instant. C'est le plus gros démarrage pour de la carrière de Denis Villeneuve, pour un film de Denis Villeneuve. C'est un peu moins qu'Oppenheimer qui était à 82 millions et c'est le plus gros box-office depuis Five Nights at Freddy's qui avait fait 80 millions. Et sur son box-office mondial, il a fait 178,5 millions qui est encore une fois le plus gros démarrage de 2024 pour le moment. Ouais, gros succès là d'entrée. Il va faire au moins, je pense, le double du premier qui avait fait 400 millions, 450 millions, je sais plus. Il fait vers là. Après, il était sorti post-Covid, voilà, donc c'était plus compliqué. Mais je pense que les 800 voire 900 millions et qui sait peut-être le milliard est atteignable pour le film. Faut voir dans la longévité s'il tient bien parce que il a pas trop de concurrents, je pense, en termes de blockbuster pendant un moment là. Après février, c'est pas le mois où il y a le plus de gens, mais en général, mais bon, quand même là, il est. C'est vrai que là, il est installé, il est à l'aise. Pour le détrôner tout de suite, c'est compliqué. Il est à l'aise, puis il a des bons retours, il est bien noté. Là, il peut tenir longtemps, quoi. Il peut tenir longtemps. On va en parler, mais la réception critique quasiment unanime. Il y a très peu de gens dans la critique du coup cinéma qui disent là ils disent tous que c'est un très bon film. Les gens sont plutôt plutôt positifs. On peut voir les notes IMDb là où il est devenu numéro 1 là, je crois,
Bon, ça va baisser, mais comme au Cross de Spider-Verse l'année dernière, où quand il était sorti, c'était le numéro 1 Allociné, Sens Critique en France, voilà, il a des super notes. Bon, il y a des gens qui pètent des câbles, il va falloir quand même calmer le jeu, parce qu'il y a des gens qui te disent que c'est le meilleur film de tous les temps. C'est bon, quoi. Bon, après... Ça, il dit c'est le meilleur film de 2024. Oui, alors qu'on est en février. Mais c'est comme ça, c'est des hype. Mais c'est les gens, ce genre de... Alors, c'est caricatural un petit peu, mais tu vois, c'est vraiment du... si tu regardes que du blockbuster un peu bébête, pour le coup, et tu regardes Dune, tu vas dire ah ouais, c'est quand même autre chose, tu vois. Ils vont dans d'autres directions, c'est pas les codes habituels entre guillemets, spécifiquement. Enfin, bien que si, mais Ça, oui. le message est pas le même que dans la plupart des blockbusters, donc je peux comprendre un peu ce côté qui retourne entre guillemets le cerveau. Ouais, bon, je trouve que les gens Ça abusent. fait parler, hein. Oui, mais oui. Bah, de toute façon, oui, on est en 2024, il y a Twitter, il y a l'abus. Non, mais après, je dis ça, mais après, à chaque hype, c'est ça qui se passe, où t'as des gens qui disent c'est le meilleur film depuis ça, qui est aussi bien, c'est le meilleur film depuis si. Enfin, oui, bon. Puis ça, celui-là, c'est un film à digérer, je pense. Donc, le hype risque de retomber. Tu sais, les gens qui étaient supra hypés au premier visionnage, ça peut peut-être redescendre une fois tout digéré. Oui, je pense que là, c'est les gens qui ont pris leur claque, ou voilà, hein, qui ont vraiment parlé. Après, je pense que voilà. Avec le temps, ça baissera un peu, Ouais. voilà, peut-être sûrement. Après, bah, de toute façon, tu sais quoi, venez, on attaque la critique. De toute façon, je suis en train de parler du film. On attaque la critique, mais juste avant, la bande-annonce. Que ta dague se brise en 1000 morceaux. Dans Dune deuxième partie, Paul Atreides s'unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes, choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers. Waouh, ça claque, hein. Et ouais. Bah voilà, hein, la critique. Donc voilà, on va donner nos avis rapidement. Voilà, on avait déjà commencé. Honneur à l'invité, honneur à Cyril, Le Fremen. Non. Le Fremen, voilà, je cherchais un nom. Le fanatique. Voilà, le fanatique de Dune. Non. Bah, très bon film, hein, belle claque. Moi, là, je suis en train de mettre Villeneuve sur un piédestal, hein, complètement, parce que pour le coup, là, honnêtement, je l'ai vu, j'ai repensé à sa filmo, je me suis dit, mais en fait, le mec est juste trop fort. Objectivement, je peux pas. Là, j'ai pris une claque. Il dure. Quand j'ai vu la durée du film au départ, je me suis dit, bon, cinéma. Bon, va falloir faire la pause pipi avant, ça va être long, machin. Au final, j'ai pas regardé ma montre, c'est passé super vite. Pas de moment frustrant, vraiment la bande son de Hans Zimmer qui se marie super bien au style de Villeneuve. Vraiment, on sent que les deux sont amoureux du lore et ils cherchent à sublimer le truc. Les moments épiques, ils les connaissent et ils veulent que ça soit impactant. Et du coup, alors ça rend super bien. Maintenant, la frustration, quelque part, c'est qu'il va falloir attendre pour le troisième. Parce qu'il a Bon, bah après, ça va. Ah, mais ouais, quand même. Là, Ça va, maintenant, tu vois, maintenant les gens ils sont trop biberonnés à avoir des trucs tous les mois, là, c'est bon. Non, ça non, attend non, quelques non. années, ça va. Non, mais là, on sait qu'il va faire un autre film entre deux, tout ça, qui va se reposer. Donc bon, après, s'il prend son temps, qu'il fasse sur pas mal d'aspects, ça peut avoir du bon, hein, qu'il prenne son temps. Sur d'autres, ça peut être. J'ai peur que ça refasse descendre un petit peu la hype pour certains, mais voilà. En ce qui concerne le 2, superbe surprise, je vais retourner le voir assez rapidement. Je pense que je vais m'arrêter à 2 visionnages au cinéma, ça sera très bien. Mais ouais, mon problème c'est qu'il va très bien marcher et qu'on l'aura pas en Blu-ray tout de suite. Voilà. Ok, donc plutôt heureux. Et toi, Ista, est-ce que tu partages l'enthousiasme du Fremen ou pas du tout? Peut-être pas autant, mais j'ai trouvé ça bien. J'étais dedans quand même tout du long. Je suis pas sorti du film et tout. J'étais dedans. Comparé au 1 où j'avais dit, hein, le premier visionnage avait été compliqué, où j'avais pas réussi à rentrer dedans du tout. Là, j'étais dedans tout du long. J'ai quand même une légère frustration avec le troisième acte, enfin le dernier acte du film que je trouve un peu rushé. Ouais, je trouve qu'il y a des combats qui te teasent et au final, ils sont. Voilà, tout se résout très vite à la fin, je trouve. Après, je trouve le casting assez vraiment bon, quoi. Notamment Zendaya et Rebecca Ferguson, que je pense que. Qui se démarquent vraiment. Et Timothée Chalamet aussi, qui est une vraie bonne surprise en tant que Paul dans ce film-là. Juste peut-être un peu déçu du rôle
Austin Butler, que je trouve un peu au final unilatéral et très binaire. Au final, c'est un méchant et puis voilà, ça va pas beaucoup plus loin, je trouve. Et Florence Pugh parce qu'on la voit pas assez. Mais on en parlera après, mais de ce que j'ai compris, s'ils font un 3, on la verra plus. Mais voilà, sinon pour moi c'est du bon. Au final, je lui ai mis la même note que celui d'avant parce qu'en fait, pour moi, il a pas les mêmes défauts. Mais il me manque quand même un truc pour me dire c'est incroyable. Je sais pas ce que c'est vraiment, mais il me manque un truc quand même. Ok. Moi, je partage l'enthousiasme. Peut-être un peu moins aussi que Cyril quand même. Mais pour le coup, je trouve que déjà comme le premier, mais peut-être plus celui-là, c'est peut-être un film compliqué aussi, faut le dire. Même pour Villeneuve et tout, c'est un film qui doit contenter le studio, il doit contenter les fans de Dune, mais en même temps, il doit pas trop édulcorer le roman vis-à-vis enfin voilà, il doit garder la source du roman qui a un côté assez sombre plus on avance, j'imagine. Et en même temps, il doit contenter les néophytes qui connaissent pas grand-chose à l'univers, donc c'est pas une tâche assez simple. Moi, pour le coup, je le trouve vraiment supérieur au premier. En fait, je pense que les gens qui n'ont pas aimé le premier n'aimeront pas le deuxième, en fait, parce que c'est sur une approche villeneuvienne, voilà, c'est très froid, même si celui-là, il y a plus d'attache, mais sur tous les aspects, je le trouve supérieur. Je le trouve plus beau, voilà, je trouve il y a plus d'idées visuelles, je trouve plus spectaculaire, mais bon, en même temps, le premier, il n'y avait pas le spectacle, n'était pas à ce niveau-là, voilà, l'histoire faisait qu'il n'y avait pas autant de spectacle, c'était normal. Je trouve les enjeux géopolitiques mieux gérés, je trouve même le rythme du film mieux géré, la structure du film. Déjà, le rythme est meilleur. Le film, déjà, il se suffit à lui-même, déjà aussi, il faut le dire. Voilà, il y a vraiment et même les personnages, je trouve qu'ils sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus profonds. Et voilà, là, on m'a convaincu au niveau de Chalamet, par exemple, et de son personnage, je reviendrai plus tard. Et j'ai pas vu le temps passer, moi aussi, comme dit Cyril, j'ai regardé, ma montre à la fin, il restait 10 minutes, j'ai même pas compris, tu vois, qu'il restait 10 minutes. J'ai regardé 2 fois, j'ai dit, mais c'est pas, attends, là, il reste 10 minutes, tellement c'est passé rapidement pour moi. Voilà, après, j'ai des réticences, encore, même si je trouve super au premier, je trouve qu'il y a des problèmes. Je partage avec toi, Ista, la fin, qui est le climax, qui est un peu raté. Je trouve qu'il y a des petits problèmes dans la narration aussi, et sur certains personnages, mais voilà, globalement, j'ai clairement pas boudé mon plaisir, et on reviendra sur tout ça. Mais pour revenir à ce qu'on disait juste avant, sur ce qui a plu aux gens, parce que le film, voilà, par rapport au premier, il avait quand même aimé le premier, mais là, on sent quand même qu'il y a un truc de là, il y a quasiment tout le monde qui aime bien le film, quoi. Tu regardes Twitter, tu vois le truc, là, le succès est instantané, quoi. On te parle de meilleurs films de SF et tout. Et je pense que l'attrait du film pour les gens, c'est qu'il y a aussi le fait que Dune, c'est pas un film de SF comme on peut voir, normalement aussi, parce que pas mal de films de SF s'attachent à l'IA, avec l'humain, au transhumanisme. Chose qui est bannie dans ce. Ah dans oui, cet ok, univers. d'accord. Et Oui. ici, là, c'est un film de SF qui parle de politique, et de mysticisme et de religion. Tu vois, c'est pas du tout des trucs qu'on voit habituellement dans la SF, qu'on voit depuis 20 ans. Tu vois, même avant, en vrai, je pense. Tu vois, Dans Star Wars, c'est un peu ça. un peu, oui, c'est vrai qu'il y a un peu de mysticisme aussi dans Star Wars, mais bon, voilà. Enfin, Mais Star Wars a repris beaucoup à Dune. Oui, mais c'est pas étonnant. je vais pas taper sur Star Wars, mais le côté politique, mystique de Star Wars, c'est pas non plus. Bon, le côté mystique, on Oui, reviendra oui. aussi, mais dans cette De œuvre-là. toute façon, après, le problème, c'est pas un problème, mais Star Wars, c'est plus ciblé pour les enfants. Oui, De toute façon, c'est un peu Lucas grand l'a déjà public. dit. Voilà. Après, Et Dune, c'est plus adulte, quoi. D'une, Oui. objectivement, un ado, faut être minimum ado pour comprendre son œuvre, quoi. Et donc voilà, on va attaquer la critique, mais déjà sur la structure même du film, je la trouve beaucoup moins confuse que le premier. Genre, là, on a des gros blocs, quoi. Le premier bloc, pendant 1 heure, on est avec les Fremen, quoi. Deuxième bloc, on découvre Austin Butler, parce que voilà, mais on est vraiment avec les Harkonnen pour un temps. Et troisième bloc, voilà, c'est le climax, voilà. Mais moi, j'aime bien du coup qu'ils prennent son temps pour introduire la culture Fremen. On passe vraiment du temps avec les Fremen, on a vraiment la relation avec Zendaya, même si j'y reviendrai, il y a quelques problèmes, mais voilà, j'aime bien. Alors que le premier, il faisait des allers-retours entre les Harkonnen, on comprenait pas tous les enjeux vraiment tout de suite, c'était un peu plus confus. En même temps, vu l'univers et le truc, c'était compliqué, de gérer ça. C'est le temps de tout placer. Ouais. Mais là, vu que le premier, il a fait un travail d'exposition, en fait, le premier, il permet aux deux de briller à ce niveau-là, je trouve. C'est ça.
C'est que celui-là, bah, du coup, c'est beaucoup plus limpide. Il peut faire un peu plus. Voilà, il a beaucoup moins d'exposition à faire, même s'il y en a hein, dans le film, il prend son temps. Ce que je disais, hein, le voilà, premier c'est souffrait du fait d'être le premier, et maintenant que tu vois les deux, il se complète bien pour le coup. Non, mais complètement. Le film reprend quasi directement après le premier, quoi. Pour le coup, là, il t'emmène tout de suite. je veux la version de 5 heures du film, moi. Bref. Why not, hein, avec une petite scène finale, le dernier tiers un peu plus allongé, ça serait pas mal. Hein. Ouais, après on n'aura jamais ça vu que Villeneuve ne veut pas te faire version longue et il a bien raison en vrai. On va peut-être s'attarder visuellement sur le film. Est-ce que visuellement, pour vous, il est au-dessus du premier, dans la bonne continuité? Est-ce que ça vous a convaincu tout le travail de Villeneuve à ce niveau-là? Monsieur Cyril peut-être. Visuellement, on est vraiment dans la continuité, en plus beau. Pour le coup, même si il y a des plans, enfin je veux dire. Quand on voit la deuxième ville sur Arrakis, parce qu'il y a eu l'attaque sur Arrakeen, et on voit une deuxième ville à un moment, enfin vraiment, c'était trop similaire, j'avais l'impression de revoir des plans du premier. Mais sinon, dans l'ensemble, non, je le trouve pas mal. Il est irréprochable. Il y a pas de... Moi, j'ai pas vu de fond vert bizarre ou mal fait. J'étais complètement pris dans le truc. Au niveau des effets spéciaux, super beau, je trouve. Après, il ressemble vraiment, c'est le même que le premier, avec beaucoup plus de plans sympas entre guillemets, mais à peu de choses près, j'ai pas vraiment pris une claque par rapport au premier pour le coup. Même la planète des Harkonnen, par exemple, ça t'a pas... Alors si, j'avoue, surtout le côté feu d'artifice et tout. Non, il y avait des trucs sympas, mais enfin, c'était pas, si. Le côté des Harkonnen, mais hormis le côté Geddy Prime, c'était le même film à peu de choses près. Au niveau visuel. Et toi, Ista, est-ce que tu as été séduit? Alors oui, moi j'ai été très séduit pour le coup sur le visuel. Je le trouve beaucoup plus beau que le premier. Ça m'a beaucoup plus marqué. En tout cas, il y a des plans qui m'ont vraiment marqué dans celui-là. Je pense rien qu'au début, déjà le désert, il est orange au début. Ouais, c'est un coucher ou un lever de soleil. Voilà. C'est du coup c'est normal, il n'y a pas d'épices. Voilà. Ça m'a fait penser un peu ce que tu disais au podcast précédent. Tu disais que tout était en verticalité. En fait, il y a effectivement aussi dans ce film-là plein de plans en verticalité, et notamment, je pense, au début avec les Harkonnen qui se suivent en volant, en montant une montagne. Voilà, il y a ça qui m'a marqué. Oui, ces plans-là, oui. Il y a quand Paul est en haut d'une dune et qu'il doit appeler le ver, qu'il doit taper sur le ver, enfin sur le sol pour que le ver il arrive. Je trouve qu'il y a un plan où voilà, il est tout en haut d'une dune et tout, et ça m'a pas mal marqué. Il y a aussi un où il est avec Zendaya. Tu vois un grand champ de profondeur du désert et tout. Et puis la planète des Harkonnen. En fait, il y a plein de plans, moi, qui m'ont marqué dans ce film-là. Beaucoup plus que le premier. Donc moi, je le trouve beaucoup plus réussi visuellement. Ouais. Et sinon, comme... Il parlait de technologie laser, Cyril, tout à l'heure. Je ne vais pas parler de la même technologie laser, celle du cinéma. Juste, le film m'a pété les yeux à certains moments quand ça passait du noir de l'intérieur à l'extérieur. Ça m'a fait très mal aux yeux 2-3 fois dans le film. Mais sinon, c'était chouette. Vous venez avec des lunettes de soleil. La technologie de projection, surtout. Hein, c'est ça. Enfin, de diffusion. En tout cas, sur un si grand écran, ça doit être... Je pense, aussi. Ouais. Après, c'est le contraste quand tu passes d'un truc hyper sombre à un truc hyper éclairé. Voilà, ça peut faire un truc aux yeux. Moi aussi, je suis d'accord avec Ista. Il est clairement au-dessus du premier pour moi. Après, on avait parlé, hein, mais ce qui l'intéresse, Villeneuve, c'est de faire des très beaux tableaux, voilà, de te faire une très belle image. Et moi, il y a plein de plans qui me restent en tête. Hein. La planète des Harkonnen, elle est entièrement en noir et blanc. Et là, il y a des images sur les armées aussi Harkonnen, je pense, où là, c'est vraiment hyper beau, quoi. Et sur les Fremen aussi, l'immensité du désert, là, vraiment, il y a vraiment un travail avec l'arrière-plan, avec la profondeur de champ aussi. Les plans dans l'espace, ils sont super beaux aussi. Les plans dans l'espace sont très beaux. Plans que tu vois. Il joue beaucoup avec les différents niveaux d'échelle aussi dans le film. Ça, c'est quelque chose auquel moi je l'attendais, parce que dans le premier il n'y avait pas vraiment ça. Mais là, il y a vraiment un travail sur le gigantisme là dans le film. Je pense à une scène de combat dont on parlera après, mais voilà quoi. Il s'amuse vraiment visuellement à créer des plans hyper beaux, quoi, de toute beauté. Et vraiment, la planète des Harkonnen en noir et blanc, c'est une super idée pour le coup. Et faut aussi rendre à César ce qui est à César. Greg Fraser, du coup le directeur de la photographie, il a quand même fait un travail de fou. Je pense aussi aux cavernes Fremen où il y a des faisceaux de lumière qui rentrent à l'intérieur, c'est hyper bien fait. Voilà. Là, pour le coup, il est beaucoup moins sur le même ton aussi au niveau du désert. Par exemple, on disait que le désert, il
c'était filmé uniquement d'une même manière. Là, il le filme différemment. Je pense à la scène d'intro, comme tu avais dit, Ista. Là, avec la planète en noir et blanc, ce qui est intéressant, c'est avec la planète en noir et blanc, c'est que il a dû se demander, mais comment je représente la planète Harkonnen pour qu'elle soit encore plus froide que Arrakis, tu vois, parce que C'est une superbe idée, hein, pour le coup. Bah ouais, mais du coup, le mec s'est dit, en fait, je vais retirer la couleur. et donc là, en fait, il y a encore plus de couleur, quoi. Que en extérieur, c'est vraiment le soleil, ça rend trop bien. Et du coup, ça change complètement le facial des personnages. Bah, Fed Rota, mec, c'est un délire. Il a vraiment une tête de psychopathe quand il est en noir et blanc. C'est chaud. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ce soit dans la diégèse du film, dans le sens où c'est. Oui. Il y a une explication de pourquoi c'est en noir et blanc. Oui. C'est parce que c'est une étoile morte, c'est ça, hein, C'est juste expliqué soleil noir. J'ai pas de. Soleil noir. Mais je crois pas que c'est dans les bouquins, mais en fait, c'est juste une idée visuelle. Mais ça, c'est cool parce que tu vois, tu peux te permettre ça dans un truc de SF, tu vois. Dans un truc. Là, il utilise son univers pour créer une image et ça il est fort, quoi. Et là, ça marche bien. Et là, ça marche bien. Et surtout, ça fait des contrastes, parce que là, il y a le contraste avec Dune, mais surtout avec du côté de Florence Pugh et de Christopher Walken, où eux, ils sont dans un truc, ils sont dans un jardin d'Éden chelou, avec des couleurs. Là, il y a du vert, là, il y a des arbres. Là aussi, ça, c'est un truc, je pense, où ils mettent bien l'accent dessus dans les films que Arrakis n'a plus de végétation, quoi, alors que eux ils ont de la végétation, ils ont des trucs un peu très beaux, voilà, ils sont très bien. Et là tu vas à Planète des Harkonnen et là c'est que la force brute qui prie, et tout, et c'est super, hein. Mais après voilà, hein, le désert est toujours blanc quasiment la majorité du temps, donc si vous aimez pas le désert blanc vous allez pas le retrouver. Et mais il y a même des idées à un moment où il est plus blanc, hein, c'est vrai, parce que là je repense, mais au bout d'un moment quand ils vont dans le sud d'Arrakis, il est presque noir, quoi, le désert, hein. Il y a des, je sais pas si je sais pas ce que c'est, mais voilà, il y a un côté un peu plus mortifère, quoi, de ce désert, encore plus, quoi. Il a toujours des idées pour être, alors qu'il est déjà dans la froideur la plus totale, de trouver des idées pour être encore plus froid, encore plus repoussant, quoi, dans son désert. Et ça je trouve ça très très fort, hein. Et voilà. Arrakis, t'as pas envie d'aller te faire une session plage là-bas, hein, objectivement, c'est mort. Bah, session plage, ça va être difficile de trouver l'eau déjà pour avoir à la plage déjà. Bien que non en fait, mais bon. Mais voilà, il y a toujours ce côté contemplatif chez Villeneuve qui marche toujours très bien, toujours présent, toujours la valeur du plan que moi j'aime beaucoup. Et la DA Villeneuvième est de retour, hein, que ce soit avec les Bene Gesserit, voilà. Même si là je trouve qu'il y a vraiment un effort supplémentaire. C'est pour ça que je dis vraiment qu'il est super au premier, c'est qu'il y a encore un effort supplémentaire, quoi. Je suis d'accord. Moi, les costumes, je trouve qu'il y a une upgrade, hein, sur les costumes. Bah, Florence Pugh, chaque fois qu'il y a des baraques. Florence Pugh, notamment. Rebecca Ferguson aussi, hein, avec ses costumes et tout. Mais je pense aussi aux Harkonnen, les costumes qu'ils ont au début, les uniformes qu'ils ont au début. Ça m'a fait penser à Mass Effect, à Tali. Les hélices à l'arrière du crâne, là, le design est sympa. C'est le casque, en fait, le gros casque qui m'a fait penser à Mass Effect, un personnage qui a ce genre de casque. C'est un jeu vidéo. Cyril, t'inquiète. Je sais bien. Un jeu vidéo de SF. T'aimerais bien en plus, toi, Mass Effect, je pense. Toi qui aimes bien la SF. Enfin bref. La DA Villeneuvienne, moi je l'aime beaucoup. Il y a un vrai travail. Le vaisseau de l'empereur aussi. Voilà, je voulais le noter pour le dire, mais là c'est parce que ça c'est pas une idée des bouquins. Voilà, là il a fait vraiment un truc avec des reflets. Enfin voilà, c'est un truc qui réfléchit tout. Autour de lui, ça c'est une super idée aussi. Rendu, et puis là pareil, le travail d'échelle, il est impressionnant quand même, hein, sur cette entrée de ce vaisseau. Ah oui, non mais complètement. Mais après voilà, c'est une idée, moi j'avais rarement vu ça encore. Après c'est encore sphérique, hein, ça c'est encore un délire. Les trucs ovales sphériques, ça c'est très Villeneuve, hein, encore une fois. Mais l'idée des reflets, parce qu'il y a pas mal de jeux de reflets aussi dans le film, il y a un moment où ils sont chez les Fremen. Et il y a une étendue d'eau, voilà, pour pas se spoiler, et là il y a un reflet complet, et là bref, c'est une toute autre histoire. Mais voilà, on parlait de la culture moyenne-orientale dans le premier, alors là elle est embrassée de fou dans le deuxième, hein, quand même. Mais oui, la culture est super bien. Pour le coup, tu te plonges vraiment, comme tu disais tout à l'heure, le premier tiers du film, c'est vraiment, tu te plonges complètement dans la culture Fremen, et c'est... tu vois pas le temps passer, hein. À aucun moment tu trouves ça. Enfin, moi j'ai trouvé ça super bien traité pour le coup. Ah oui. Mais après ça prend son temps, mais c'est pas ennuyeux ou quoi. Là il est moins dans la contemplation peut-être dans ce film là pour le coup, Villeneuve, parce qu'il y a peut-être plus de choses. Mais dans la culture Fremen, les tenues de Rebecca Ferguson, et même pas que de Rebecca Ferguson d'ailleurs, il y a plein de femmes qui ont des tenues très traditionnelles.
un peu arabe, moyen-oriental, voilà, très respecté. Il y a le maquillage aussi. Il y a un travail du maquillage qui me rappelle aussi beaucoup ça, qui évolue d'ailleurs, le maquillage de Rebecca Ferguson tout au long du film à ce niveau-là. Voilà, après le choix des acteurs, enfin les figurants, c'est souvent des arabes ou des personnes très métisses. Oui. C'est souvent aussi des minorités, les Fremen, voilà. T'as le personnage de Shani. Dans le premier, t'avais celui qui... Comment il s'appelle, celui qui le tue Ah, le docteur... merde, excuse-moi, j'ai plus le nom. Mais qui, dans le lore, en fait, est un homme, enfin, dans les bouquins, est un homme, et est le père de Shani. Ok, oui, d'accord, cette femme, je pensais pas à elle, mais elle aussi, c'est une... D'accord, my bad. C'est une noire. T'as le mec qui tue à la fin, en fait, du premier, Paul. J'ai oublié son nom. Là, Jamis. Jamis, aussi, c'est un noir. Enfin, c'est souvent des minorités, voilà, qui sont représentées, quoi, dans complètement. le Fremen. Oui, mais d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai vu des gens qui râlaient sur le fait que ce soit une blanche qui met des habits de la culture du Moyen-Orient, tout ça. Mais pour moi, justement, c'est le propos du film. Ah, mais complètement. Voilà. C'est eux les investigateurs la culture de cette religion sur Arrakis. C'est le Bene Gesserit, donc... Mais après, ça fait partie de la stratégie de Rebecca Ferguson qui se fonde complètement dans la culture Fremen pour pouvoir faire passer ses idéaux, voilà... Il y en a un statut très particulier là-bas. Elle n'a pas trop le choix, hein, c'est-à-dire que... oui, bon, elle n'a pas le choix dans le film. Mais... Ça, c'est la mort, quoi. Ça, c'est la mort. Mais, enfin, elle n'a pas le choix, mais c'est ce qu'elle veut aussi. Enfin, je veux dire, là, elle est très contente de ce qui se passe, tu vois. Oui, c'est ça. Hein, c'est à partir du moment où elle a fait Paul, de toute façon, et qu'elle a vu que cette voie était possible, bon, elle avait pas le choix. Elle n'a pas vraiment le choix quand elle a vu... après, le traitement du personnage de Jessica est intéressant. Parce que du coup, il manque un personnage dans le film qui est, entre guillemets, retranscrit via Jessica. Et c'est... Du coup, ça entre guillemets, accélère ce processus de... Tu vois, la séparation entre Paul et sa mère qui apparaît plus tôt de souvenirs que dans les bouquins. Et c'est assez intéressant, pour le coup, comme choix d'adaptation. Parce qu'elle elle est superbement jouée, hein, pour le coup, comme personnage. Après Rebecca Ferguson, déjà dans le premier, c'était un des meilleurs persos pour moi, et là encore, hein, mais après on parlera des personnages à la fin. Oui. Le côté spectaculaire, il vous a convaincu? Hans Zimmer, il a tout fait. Hein. Là, Hans Zimmer, je suis désolé, hein, tu sens que les deux, ils se sont dit, bon, là, à ce moment-là, il faut vraiment qu'on fasse un truc, là. Il faut que les gens, ils aient les frissons. Ça joue beaucoup. Oui, oui, genre quelqu'un qui boit de l'eau et puis c'est incroyable. Voilà. Mais sinon, il y a quand même la scène du verre qui est quand même ultra épique. Hein. Le montage du verre, c'est impressionnant. Et je sais qu'ils ont galéré, je crois qu'ils ont galéré à la faire et tout. Mais ouais. Et là encore, la musique sublime complètement la scène pour le coup. Après, pour le coup, la musique, il y a des gens... si vous aimez pas Hans Zimmer, vous aimez pas la grosse musique forte qui accompagne les trucs, voilà, hein, ça va pas vous plaire. Mais pour ceux qui aiment bien, moi je suis plutôt friand. Voilà. Il alterne un peu, il fait pas que reprendre d'ailleurs les musiques du premier. Hein. Il y a des musiques un peu plus sombres, je dirais, vers la fin, qui collent bien avec certains. T'as moins les vocalises que t'entendais dans le premier, justement. Tu as le même thème, mais un peu moins de vocales dessus. Et retravailler aussi. Et par contre, t'as des thèmes doux. Le thème de Shani et Paul, là, je sais plus comment il s'appelle, mais il est super sympa pour le coup. Mais non, il y a quand même du épique. Là, on peut vraiment parler de... Je pense qu'on peut vraiment parler d'épique pour quelques scènes. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça fait son effet pour le coup. Il y en a plus que dans le premier. Hein, pour le coup. Oui. Ça n'a rien à voir. On n'est pas la montée sur le verre des sables, moi, je l'aime beaucoup, hein, quand même, cette séquence. Mais parce que déjà, je pense qu'il y a une harmonie quand même, déjà avec les VFX qui sont quasiment parfaits. Là, dans le film, je vois vraiment pas de moment où les VFX sont pas bons, hein, vraiment à aucun moment. Dans le premier, on avait le petite réticence sur une vision ou quoi, mais là, les VFX, pour moi, c'est quasiment parfait. Cette scène est refaite, d'ailleurs. Comment ça donc la scène de la vision où on a Paul qui a la... Ah oui, ok. Qu'on voit se battre. En fait, il y a la même scène, mais avec Shani, à la place de Paul. Et là, c'est bien fait, là. C'est vrai. Oui, mais bon, il y a un côté un peu mystérieux sur ça, parce qu'on ne sait pas si la vision de Paul va quand même arriver plus tard, ou si c'est juste un parallélisme qu'il fait avec... bon, bref, c'est peut-être du foreshadowing, quelque chose, je ne sais pas. Cyril Issei, il est la soirée, il est content. Mais pour revenir juste sur la montée du verre, je pense que il faut quand même le préciser, c'est assez rare dans les blockbusters maintenant, même de cette ampleur, d'avoir des VFX aussi bien faits. C'est parce que je pense que
Bah, le dernier, c'était Il a Avatar Practical, 2, je qui était crois. aussi clean. Hein. Non, mais après, Avatar 2, c'est autre chose, quoi. Il a créé Non, des mais technologies. c'est pas comparable. Mais le Oui. dernier qui est irréprochable réellement au niveau des VFX, pour le coup, je pense que c'était Avatar 2. le Ah, dernier, ouais. de Creator était quand même très très bon à ce niveau-là aussi. Hein, Ouais. faut Aussi rappeler. parfait, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, il utilisait vraiment bien. Mais voilà, il y a Pour le il y a ce budget côté-là. surtout qu'il avait, c'était hors concours pour le coup. Mais je pense qu'il y a aussi un côté un peu palpable dans le film aussi. Tu vois, la montée du verre, j'ai vu les making-of et tout, ils ont vraiment créé un truc. Bon, ils ont pas créé un verre géant, hein, mais ils ont créé un truc pour qu'il soit en condition. C'est pas que du fond vert non plus. Bon, évidemment, voilà. Ouais, mais. Il y a un côté où il y a une bonne alchimie des deux, et je trouve que c'est ça qui rend la scène vraiment palpable là. Quoi, pour le coup. Et puis en plus, là, t'as la petite patte Villeneuve qui aime bien mettre un peu de tension avant. Ah bah, Ça, il est évidemment. fort. Il est fort pour mettre un peu de tension dans une scène. Et là, justement, ça match super bien. Oui, ouais, il doit y avoir beaucoup de practical. Mais il y a de plus en plus de films à Hollywood qui essayent de faire des mélanges practical VFX et ça rend bien, quoi. Bah, je pense qu'ils se rendent compte que c'est un peu de la merde. Mais je pense, là aussi, c'est parce qu'on a un mec qui a une vision, quoi. Là, je veux dire, c'est Denis Villeneuve, c'est vraiment lui qui porte le projet, qui a vraiment une vision. Donc, les VFX, il sait ce qu'il veut, voilà. Et ça marche plutôt bien. C'est plus quand il y a des Yes Man ou des trucs. Ouais, là, on pourrait dire que c'est un blockbuster d'auteur, comme certains disent. Oui. Bah, après, c'est pas faux. Hein. Mais vraiment, moi, voilà, le côté spectaculaire de la montée du verre, elle a bien marché. Il y a aussi, enfin, voilà, moi, la première attaque Fremen, je la trouve, mais je trouve que c'est la meilleure séquence de spectacle du film, pour le coup. Hein. Je sais pas si vous voyez l'attaque où il y a les Harkonnen qui viennent prendre l'épice. Ouais, et là, on est. Chani, elle a lance-roquette, c'est ça? C'est ça, et à la fin, elle finit avec un lance-roquette. Ça fait très bizarre de dire ça comme ça. Mais ouais, cette séquence-là, je trouve qu'au niveau des rapports d'échelle, du gigantisme, on est vraiment avec les Fremen, on les suit en hauteur de Fremen, j'allais dire hauteur de Fremen, et en même temps. Pas mal de plans rapprochés, hein, c'est pour le coup, c'est vrai. Ah oui, mais complètement, quoi. Et il joue beaucoup avec l'arrière-plan aussi, ça j'aime beaucoup, ça. Quand il fait un petit recadrage et hop, on voit un truc dans l'arrière-plan et hop, on se rend compte du gigantisme d'un vaisseau par rapport à une personne. Et voilà, et j'aime bien quand on voit les Fremen, leur manière de se déplacer, voilà, de se battre et tout, c'est assez. Moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure scène d'action du film pour moi. Ah, ils sont forts. C'est très cool, ouais. Très cool. Il y a vraiment un truc super. Bon, par contre, les combats au corps à corps, c'est toujours pas fou. Il y a des efforts par rapport au premier, il n'y a pas photo. Mais c'est pas encore un grand estate du combat, quoi, pour le coup. Bah, c'est plus lisible que le premier. C'est plus. Il y a peut-être aussi un peu plus d'enjeux même que dans le premier, mais en vrai, il n'y a pas tant de baston au couteau que ça. Tu vois. Il y a la scène d'Austin Butler qui se bat avec le couteau où, bon, c'est pas incroyable. Voilà, on va pas se mentir. C'est pas incroyable. Oui, c'est ça. Je m'attendais à. Les trailers avaient vendu quelque chose de plus impressionnant. Ouais, je suis d'accord, ouais. En fait, je trouve que ça marche bien pour le personnage, pour montrer qui il est, que dans la réalisation de ce moment-là. Et à la fin, on a une confrontation au couteau qu'on va pas spoiler, qui est efficace, mais rien de spectaculaire non plus. Là, il y a un problème, je trouve, avec Ista, on est un peu d'accord sur ce climax-là. Il manque, je trouve, d'enjeu, et dans la réalisation, il est un peu en dessous, quoi. Et on verra. Ça va. En vrai, moi, ça m'a convaincu pour le coup. Parce que ça reste quand même qu'un duel. Donc bon, on n'est pas sur un truc. En fait, moi, c'est surtout que ça va vite, quoi. Donc. Ouais. Mais après, je pense qu'il y a deux raisons à ça. Il y a déjà le côté, le cinéma de Villeneuve qui se veut réaliste, qui se veut quand même un peu réaliste. Donc voilà, ils vont pas faire des chorégraphies à la John Wick non plus, quoi. C'est bien que t'as déjà des belles choses. Hein. Enfin, Paul, il se déplace bien. Hein. C'est vrai. Non, les chorés sont pas dégueux, mais la mise en scène de ces chorés est pas folle, tu vois. C'est plutôt ça. Oui, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Mais en fait, à un moment, tu as l'impression qu'il y a un décadrage histoire de cacher un peu la misère sur 2-3 points. Ouais, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y a vraiment, je me suis dit, pourquoi il va vers la gauche là, recentre. Après, je me dis peut-être aussi il y a une volonté de suivre de près le livre et que les combats, c'est pas ce qui intéresse Frank Herbert et donc c'est pas ce qui intéresse non plus. J'allais venir, exactement. Tu mets le doigt dessus. Ouais. C'est que de toute façon, en fait, tout ça se passe quand même assez vite dans les bouquins. C'est vu du point de vue de Paul, donc tout ce qui tourne autour de Paul va être un peu plus détaillé, mais dès que tu t'éloignes de Paul, comme par exemple l'attaque, ce genre de choses,
ça va assez vite dans l'ensemble. Le combat, c'est quand même assez vite expédié. Comme je disais, ça reste un duel entre deux bons combattants, mais voilà, on n'est pas sur. Il peut pas faire un truc si épique que ça. C'est ce qui doit être marquant, c'est ce qui suit juste après. Et du coup, je pense que c'est voulu que ça dure pas trop longtemps pour le coup. Ah, mais je pense qu'il a vraiment voulu. Hein, mais pour le coup, je trouve qu'il y a un problème de mise en scène, mais il y a surtout, je suis d'accord que dans les bouquins, ça l'intéresse pas, Frank Herbert, et de toute façon Villeneuve non plus, de toute façon les scènes de combat ça l'intéresse pas, on le sait, mais en fait dans le film, quand t'arrives au climax et que t'as un build-up comme ça, il est pas obligé de l'expédier. Ok, dans le bouquin c'est expédié, ça l'intéresse pas, je peux comprendre. Expédié. Je parle du climax entre guillemets, de tout l'ensemble de ce qui se passe, tu vois. Là pour le coup, il y a une ellipse. Il te fait monter une sauce pour pas te la rendre. Et là, je trouve qu'il y a aucune raison qu'il me la rende pas, même si. Bon, putain, je vais pas spoiler, mais même si. On va peut-être spoiler si tu veux. Non, en fait, il y a trop de choses qu'on peut dire sans spoil. Je pense qu'on reviendra, on reviendra après là-dessus. Mais au pire, on en reviendra après. Mais moi, je trouve que la fin est trop expéditive par rapport à la sauce qui monte. Mais on reviendra en partie spoiler dessus. Il aime bien les ellipses. Herbert. Ça. T'en as beaucoup dans. Justement, on peut en parler. Mais au niveau du. Après, mais ouais. Au niveau du montage, je sens qu'il est à ce niveau-là aussi, hein, Villeneuve. Enfin, je sens que le film était plus long, quoi. Il y a des moments. On sent pas vraiment les mois qui se passent pour le coup. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un problème avec plus ça. Ouais. Dans le sens où, le Paul, il part tout seul dans le désert, mais en fait, tu le sens pas trop. Enfin, c'était un peu bizarre. Ouais, mais en fait, on sent qu'il a coupé des trucs, en fait. Je pense que il y a certaines péripéties, événements qui vont trop vite. Genre où ça, comme t'as dit là, le moment où il doit passer les épreuves des Fremen, ça va trop vite, quoi. Tu t'as même pas le temps de comprendre vraiment les enjeux ou quoi, que c'est expédié, quoi. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on en parlait en off avec Cyril, et il disait que c'était moins contemplatif que le premier. C'est que je pense que si ça va, il y a un montage qui fait que ça va plus vite, quoi. Enfin, les trucs sont plus coupés, quoi. Les plans posés, tu les ressens moins parce que ça va vite. C'est entre deux choses qui vont assez vite. Mais pourtant, il y en a dans le film. Il y en a pas mal. Hein. Je pense à un plan avec Zendaya, par exemple, où ils sont amoureusement sur une dune et qu'ils admirent au loin tout le désert aride. Voilà, il y a des très beaux plans. Mais ça prend un peu à contre-pied parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, j'ai l'impression, moi, surtout dans la première partie, c'est la romance, en fait. C'est à chaque fois qu'on croit qu'il va faire un truc, c'est en fait non. C'est les rapports avec Zendaya, sa vision de la supposée religion, leur romance naissante et tout est en réaction par rapport à ça et Stilgar, en fait. C'est un peu ce trio-là, en fait, qui anime, je trouve, la première partie du récit. Complètement, ouais. Et Jessica, évidemment, pour le coup. Mais voilà, on peut peut-être parler des enjeux politiques du film. Toi, je sais que c'est ça qui t'anime le plus, Cyril, toi, tu les trouves plus intéressants, peut-être plus poussés dans ce film-là, quand même. Ils respectent, en fait, si je prends les grands traits, ça respecte carrément le lore. Il y a juste quelques éléments qui ne sont pas mentionnés ou cités, mais qui en soi gênent pas réellement à la compréhension du lore. Ça le simplifie même. Après, là, entre guillemets, il y a beaucoup de personnages qui sont là, qui ont leur importance, entre guillemets, dans l'univers, dans la politique, mais qui n'ont pas réellement leur importance dans l'univers. C'est pour ça que l'empereur, Florence Pio, des personnages, enfin même Leto, tu vois, c'est un personnage sur lequel on est revenu beaucoup, et pour autant, voilà, c'est un personnage qui est mort. Il y a beaucoup de personnages sur lesquels tu peux te permettre de passer outre. Là, il a fait des choix super intéressants là-dessus, qui fait que dans la finalité, ça change rien au plan global de Paul. Tu penses au personnage de Zendaya, peut-être, à ce niveau-là, peut-être? Pas que, non, vraiment pas que. Il y a plein de. On y reviendra plutôt dans la partie spoiler sur ce genre de choses, mais il y a vraiment des choix et des choix qui ont été faits très intéressants pour le coup. Comme je disais encore, je suis encore en train de les digérer. Je sais pas encore si c'est bien ou pas, mais dans l'ensemble, politiquement, ça respecte vraiment le truc. Ça va tellement bien, enfin ça respecte tellement, c'est que je m'attendais pas qu'il aille aussi frontalement dedans vers le dernier tiers. Et je suis vraiment impatient de voir jusqu'où il va aller dans le troisième. Parce que du coup, je vois que malgré tout, il y a des choses qu'il va écarter. Mais en ce qui concerne Paul et son projet, il est parti, quoi.
Donc j'attends de voir, là je suis curieux. Mais en tout cas, comme je disais depuis tout à l'heure, c'est vraiment fidèle. Tu sens que Villeneuve, il a lu les livres et il en est fan. Tu sens qu'il est fan en tout cas de cet arc. C'est dommage qu'il soit pas fan plus de celui d'après, parce que c'est dommage, il pourrait mettre des choses en place qui pourraient être intéressantes à exploiter, hein, mais qui est d'ailleurs plus intéressant, je pense. Mais bon, lui, c'est ça. Voilà, tu sens qu'il est vraiment fan des 3 premiers bouquins et il adapte vraiment il fait des choix vraiment pas bêtes. Pour garder le lore originel plus ou moins cohérent, enfin plus ou moins bien adapté. Donc non, je suis content, hein. Franchement, rien à redire là-dessus. Et toi, Ista, sur les enjeux un peu géopolitiques de l'œuvre, les Harkonnen, la royauté, les Fremen, tout ça, les thèmes abordés, ça t'a parlé? Sur le côté Paul et tout, le côté où ils font un peu la propagande, le fanatisme, tout ça, ça c'est pas mal, ouais. Sur les Harkonnen, je suis plus mitigé, ou comme j'ai dit, moi, le personnage de Austin Butler, je le trouve incroyable, je le trouve charismatique et tout de fou. Mais tu vois, j'ai vu des gens le comparer au Joker de Heath Ledger, tu vois. Non. Je dis non, il marquera pas les gens autant, je pense pas, tu vois. Enfin, en fait, il est trop binaire pour moi, quoi. Il est trop binaire. Et surtout, il est pas du tout assez présent. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et il arrive tard aussi dans le film, hein. Il est pas là tout de suite. C'est ça, c'est que le Joker, il est là dès le début. C'est vraiment un perso principal du film de Nolan, alors qu'ici, c'est un antagoniste, quoi. Mais c'est pas. C'est pas des antagonistes. C'est un des antagonistes déjà, et il n'est pas dans l'enjeu principal non plus du film. Moi, l'aspect géopolitique, j'ai beaucoup plus aimé, parce que là, il est plus poussé naturellement, parce que là, je pense que la deuxième partie du roman est plus poussée à ce niveau-là, est plus intéressante. Déjà, là, il y a l'empereur et sa fille, et il y a tout ce truc avec les Bene Gesserit. Donc, oui, c'est ça. Apparemment, il a plus mis en avant le côté Bene Gesserit dans ce film, apparemment. Mais là, on sent que les Bene Gesserit, leur influence sur la politique et sur l'empereur, enfin c'est l'empereur qui est censé être celui qui dirige le royaume galactique, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Mais il dirige un peu son empire, ouais, c'est ça. En fait, tu as plusieurs factions dans l'univers de Dune. Tu as les grandes qui sont faites par les grandes maisons, tu as qui s'appelle Landsrat de souvenirs, tu as la guilde spatiale, tu as une guilde, enfin, le truc t'as pour le commerce, la banque, enfin, tu as plusieurs organismes comme ça. Et l'empereur régit, le Bene Gesserit, et l'empereur régit tout ça. Mais sur la géopolitique, j'aime bien les conflits externes, mais aussi internes, parce que les conflits externes, donc l'empereur veut que les Atreides et les Fremen disparaissent, ainsi que les Harkonnen, mais j'aime bien aussi les conflits internes. Donc, il y a aussi les Harkonnen qui convoitent quelque chose aussi de la royauté, de l'empereur, mais il y a aussi les conflits un peu internes, et genre, par exemple, l'empereur, on découvre très rapidement que c'est pas vraiment lui qui dirige quoi que ce soit, quoi, dans le monde, c'est plus sa fille, les Bene Gesserit, par exemple. Chez les Harkonnen eux-mêmes, ils ont des conflits entre eux. Je pense pas. Non, c'est l'empereur qui gère tout. Hein. C'est juste que il se passe ce qui se passe, mais réellement c'est l'empereur pour le coup. Après, le Bene Gesserit implante, c'est eux qui fournissent entre guillemets. Oui, non mais voilà. Aux puissants qui sont en général des sœurs Bene Gesserit et puis qui. Non mais on sent que les Bene Gesserit, ils ont une influence certaine sur l'empereur, et sur le royaume, oui, quoi. Bien sûr, oui. C'est pas juste, c'est pas l'empereur qui lui, il est quand même influencé. Et chez les Harkonnen eux-mêmes, il y a le triangle des personnages de Dave Bautista, du coup de Stellan Skarsgård, le baron, et de Austin Butler. Ils ont des conflits entre eux trois eux-mêmes, tu vois. Ça c'est les Harkonnen, de toute façon. Ouais, mais tu vois, il y a ce côté où Austin Butler, il menace un peu le baron à un moment. Il y a le baron qui veut le faire de lui potentiellement. Ça, c'est les intrigues politiques internes justement qui sont bien plus présentes dans le bouquin, qui manquent un petit peu. Qui sont en fait là pour. Oui, mais ils sont présents. En fait, elles sont là de par des petites répliques, des petits trucs, mais c'est vraiment Si t'as lu le bouquin, tu sais qu'il y a ça en fait derrière, mais pour le coup, pour celui qui découvre juste le film, Est-ce que c'est réellement utile dans le film ? Ah si, parce que je trouve que ça fait plus de complexité sur ces personnages-là et sur leur tribu, sur leur famille, tu vois. Ah, vas-y, Sta. Pour Bautista, oui, parce que Bautista, il a tout un arc où il galère à. C'est Steppenwolf. En fait. Steppenwolf. Non, t'abuses. non, mais il galère à buter les Fremen, tout ça, et puis en fait, voilà. Oui, il se fait menacer, quoi. Il se fait menacer et tout. Lui, moi, j'aime bien. Je trouve qu'il a tout un arc intéressant. Et puis j'aime bien les pétages de câbles aussi de ce personnage, qui sont assez drôles. Mais... Carrément, même sur l'affiche, il est en train de hurler.
Oui. Ils ont des conflits internes entre eux. Et voilà, là, j'ai pas dit, mais parmi les Fremen eux-mêmes, il y a des conflits. En tout cas, il y a des divergences. Oui. Voilà, il y a les fanatiques d'un côté et les gens qui ne croient pas du tout entre eux. Et c'est marrant parce que tu as les Fremen qui abordent le thème du fanatisme, de la religion, des contrôles de masse. Hein. Mais il y a ce côté un peu où il te dit pas si c'est bien ou pas, en fait, au final. Enfin, il te dit clairement qu'il y a un problème, mais il y a aussi ce truc d'inévitabilité pour ce peuple, c'est que en fait il y a un peu des bienfaits au fait de ce fanatisme, dans le sens où c'est ce qui donne espoir à leur peuple en fait, et qui les unit malgré tout. Mais après les méfaits, c'est la possible aversion du peuple, enfin aversion, comment on dit, asservir. L'asservissement. L'asservissement, pardon, merci, du peuple. Donc en fait, il y a un truc qui est assez bien, je trouve, parce qu'il y a une critique, mais en même temps, est-ce qu'ils ont le choix, tu vois? C'est aussi un peu ça, tu vois, que je trouve assez sympa. Et bon, après, il y a tout ce rapport à la propagande, au contrôle des peuples. C'est ça, ils sont matrixés. Hein. Bien que le côté contradictoire de ça, il est mis en place, il est mis au premier plan par un personnage plus que dans l'œuvre, plus que dans le livre. Et je trouve ça intéressant justement, qui dès tout de suite il met quelqu'un en opposition. C'est ça, c'est ça que j'ai bien aimé. Je crois que c'est le personnage de Zendaya, qu'on peut le dire, c'est pas vraiment un spoil, qui est en opposition avec cette idée-là. Et je crois qu'elle est plus en opposition que dans le livre, pardon. Et là, pour le coup, moi je trouve que ça marche. C'était le truc le plus intéressant, un des trucs les plus intéressants du film. Ista, tu voulais dire un truc? Oui, j'avais entendu que Chani était très différente du livre, de ce qu'il en a fait dans le film. Je comprends ce que c'est de ça qu'elle voit vraiment tout ce qui se passe et tout. Elle voit un peu tous les pions qui se mettent en route. Ce qui va bien à Zendaya de jouer ce rôle-là, d'ailleurs, je trouve. Oui, elle est vachement bien pour le coup. Et même, d'ailleurs, pour l'aspect religieux et le parcours de Paul sur le possible élu, Lisan El Gaïb. L'aspect mystique, vous en pensez quoi de ce film? Est-ce qu'il est au-dessus du premier, comme on avait dit là, dans la première partie, qu'on avait c'était pas très bien fait. Est-ce que pour toi c'est mieux fait ici, Cyril? On est là, on rentre dedans. On rentre clairement dedans, il n'y a pas photo. Maintenant, le truc, c'est qu'on rentre dedans un peu tard, peut-être. Mais on rentre dedans. Donc, et c'est à partir de là que, pour moi, le cycle de Dune devient vraiment intéressant. Parce que là, pour le coup, le cycle de Dune se finit bien. Enfin, il finit pas au prochain film, il finit bien plus tard. Et c'est pour ça que j'espère qu'il y aura d'autres adaptations plus tard. Mais bon, à voir qui, quand, comment. Mais pour le coup, là, on commence vraiment à rentrer dans du mysticisme c'est pas du mysticisme pour faire du mysticisme, c'est vraiment du mysticisme avec un but bien précis et forcément très sélectif, hein, pour le coup, comme on a vu, hein, c'est Paul qui est pour le coup l'unique concerné. Mais par contre, il y a 2-3 plans qui manquent. Je vais abréger là-dessus. Je voudrais rentrer dans 2-3 détails dans la partie spoiler. On va y rentrer bientôt, t'inquiète. Moi, j'ai trouvé un peu limité, désolé. je trouve que ça l'intéresse toujours pas vraiment. T'as pas consommé d'épices, c'est pour ça. C'est vrai que là-dessus, ça en parle pas beaucoup de l'épice, en fait. Toujours pas. On retrouve ces visions, là, pour le coup, mais bon. Oui. Désolé, mais moi, il y a toujours un côté pub de parfum dans ces visions, je trouve. Il y a des personnages des personnages féminins, encore une fois, qui se retournent face caméra avec du vent dans la tête. C'est un peu, voilà. Après, les visions ont quelque chose de plus horrible. Là, il y a quelque chose qui se passe plus. Là, on n'est pas vraiment dans la pub de parfum, là, pour le coup, quand même. Hein. Non, mais dans l'esthétique. L'esthétique, c'est vraiment pub de parfum pour moi, là. Mais encore, après, ils sont quand même plus intéressantes. Il y a des trucs que ça tease sûrement d'une suite. Voilà, mais bon, je trouve ça très léger, quoi, et je trouve que ça l'intéresse toujours pas. Après, il tente 2-3 trucs un peu mystiques, un peu spécial. Je pense tout ce rapport avec le bébé de Rebecca Ferguson, hein, dans le film. Il y a un truc très spécial, voilà, on va dire, pour pas trop spoiler. C'est ça, adaptation très intéressante. Adaptation intéressante de Villeneuve, quoi. Pour le moment, c'est tout ce qu'on peut en dire sans spoiler, quoi. C'est justement une des parties. Un des choix de Villeneuve intéressant pour le coup. Qui peut faire débat, je pense. Ouais. Genre cet aspect-là, moi j'ai trouvé justement, il était vachement bien, cet aspect avec Rebecca Ferguson et ce qui se passe à l'intérieur d'elle. On va passer au personnage, peut-être, comme ça on passe après rapidement au spoiler. En spoiler.
Ok. Juste en quelques mots, peut-être les personnages, peut-être le Paul Atreides, peut-être avant de passer en spoiler, voilà, qu'est-ce que vous trouvez meilleur que dans le premier, son interprétation, tout ça? Moi, j'étais sceptique sur le premier, et là, il m'a scotché. Hein. J'admets, j'étais assis. Voilà. Pour le coup, je m'attendais pas à à voir. Là, j'ai pas vu Timothée Chalamet, j'ai vu Paul Atreides. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors que, comme je répète, sur le premier, j'étais ultra sceptique. Et là, ça a marché. Même les Corées, hein, même les Corées combat, tout, machin. Vraiment, tout m'a. J'étais complètement dans le personnage. Et vraiment, encore une fois, Hans Zimmer aide beaucoup. C'est. Ouais. Il y a 2-3 scènes où. Ah, les frissons, quoi. Timothée Chalamet, franchement, trop bien. Pareil, comment il s'appelle Javier Bardem. Ouais. En Stilgar, pour le coup, excellent. Excellent. Forcément, il te fait sourire à 2-3 moments. Je dirais pas que c'est un comic relief, pas du tout, mais forcément, le personnage est écrit est tellement extrême dans son comment dire. Oui, dans son fanatisme. Ah ouais, il est complètement intègre, le perso. Hein, il est comme ça. il va t'arracher des sourires, c'est obligé. Mais dans l'ensemble, ouais, de toute façon, tout le cast est épique. Juste Josh Brolin qui est sous-exploité, qui est dommage. Surtout qu'il aurait pu avoir un arc intéressant qui est dans le bouquin qui n'est pas là, concernant Dame Jessica, entre autres. Et un absent qui était là dans le premier, Thufir Hawat, le Mentat, celui qui avait les yeux tout blancs, si vous voulez. Ouais. Et du coup, il y avait une intrigue justement entre tous ces personnages qui est complètement passé à la trappe, mais bon, en même temps, vu la densité du film, je pense que ça aurait peut-être été trop. Le problème, c'est qu'après, tu dois faire une série si tu dois faire toutes les intrigues. Ou alors, il aurait fait la partie 2 en 2 parties. Mais bon, là, pour nommer le truc, partie 2, point 1. 2.2. Ah ouais, non, là, c'est... Mais là, pour le coup, ouais, cette partie-là, je regrette qu'il y ait pas, qu'elle soit pas plus longue, en fait. Il me manque 2-3 trucs, mais dans l'ensemble... le cast, de toute façon, il est fou. Hein. Zendaya, elle est juste... je te dis, en fait, l'écriture du personnage, t'as presque l'impression qu'il a été réajusté pour elle. Parce que vraiment, je trouve que c'est ce qu'elle joue le mieux, ce côté un peu hargneuse, tu vois. Elle a ce côté à la fois tendre, mais hargneuse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je m'exprime. Elle est attachante quand même. Hein. Oui, complètement. Ah, oui, le couple et tout, avec ouais. Paul et tout. Ouais. Puis Rebecca Ferguson, ouais. C'est un personnage que je savais pas si j'aimais ou je détestais dans les livres. Bon là, j'aurais tendance un peu à la détester, tu vois. Ah bah oui. Ouais, non mais c'est ça, ça tranche un petit peu, j'aime bien. Ouais, complètement. Quel personnage important on a Les Harkonnen. Fedrota. Alors Fedrota, le baron complètement absent par rapport au premier, c'est dommage. Je trouve, on le voit très peu. T'as 2-3 regards, 2-3 sourires qu'il fait à son neveu, mais bon, à part ça, en jeu, on lui demande pas grand-chose. Mais par contre, Fedrota, il est trop fort. Je connaissais pas l'acteur, pour le coup. T'as pas vu Alice ? Non, je n'ai pas, je n'ai pas vu Alice. Mais il avait joué dans une série aussi, non Ça, je sais pas. Il joue dans Masters of the Air, je crois. Oui, c'est ça, oui. Qui vient de sortir, oui. On en parlait il y a pas longtemps. Mais non, je connaissais pas l'acteur, et ouais, belle surprise. Bon, je préfère ce Fedrota à celui de Snig, hein, on va pas se mentir. T'aimes pas celui avec son slip tu n'aimes pas Oui, faisons le comparatif quand même. Hein. Rappelons-nous Snig. Bon, ils ont fait une photo ensemble d'ailleurs, les 2 acteurs. Hein. C'est vrai ? Oui. Okay. Mais Fedrota un petit peu sous-exploité par rapport à ce que ça aurait dû être dans le livre, mais très bien joué, donc même tellement bien joué que t'as l'impression de surinterpréter des trucs quand t'as lu le livre. Je sais pas si je m'exprime bien. J'ai l'impression qu'il me donne quand même ce que j'ai pas eu en dialogue, quoi. C'est bizarre. Ouais, en tout cas, complètement convaincant. Donc ouais, au casting, aux petits oignons, dans l'ensemble, rien à redire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas eu de moment gênant du tout. Hein. Même Léa Seydoux qui a son petit moment est sympa, je trouve. Eh ben non. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je chuchote encore, forcément, parce que Léa Seydoux, je chuchote tout le temps. Mais voilà. Sinon, bon cast. Les haters de Léa Seydoux et toi, Ista, ce parcours de Timothée Chalamet, moi, Timothée Chalamet, je l'ai dit, je le trouve super dans le film, vraiment. Je trouve que Timothée Chalamet, là, il est en train de vraiment s'affirmer en tant qu'acteur, même avec Wonka, où il montrait l'autre palette de jeux, tu sais, où il était un peu plus joyeux, tout content, machin. C'est ça, tu passes de Wonka à ça, quand même, ouais, tu vois que le mec, il a un potentiel. Hein. C'est ça, et là complètement autre chose. Et ouais, vraiment, je pense que ça va être un grand acteur. Voilà, je pense que il m'a impressionné. Ouais. Par contre, moi, l'iconisation de Josh Brolin, quand il arrive dans le film, j'ai adoré.
Voilà, j'ai adoré comment il arrive dans le film. La petite guitare là, avec Oui. l'ombre, j'ai trouvé ça trop C'est bien. le Gurney Halleck avec sa... Voilà, Ista, on lui met de la musique, de la guitare, il est content. Non, mais c'est, tu sais, l'ombre Ah, je rigole. qui bouge et tu commences à voir ses mains et tout, tu te dis, mais c'est qui? Et puis, je sais pas. Parce que j'avais complètement oublié qu'il serait dans le film, moi. Donc, Réellement, il y serait pas, ça changerait pas. Aussi, remarque si, il est là. Bah pour si, un but si, précis, si. remarque si, mais oui. Oui. Ah, moi, je trouve pas. Mais on va passer en partie spoiler. si, du dans coup. l'histoire, il ramène Justement, un truc. passons en partie spoiler, comme ça, on peut te dire que tu as tort. Bah, écoutez, on passe en partie spoiler. Voilà, vous êtes prévenus. Moi, je trouve que Josh Brolin, il sert pas à grand chose. Voilà, il sert à une chose dans le film. Et une seule chose, et c'est tout. Et il peut disparaître. Bah Oui, mais du après, coup, oui, ça, je suis d'accord. Oui. Il réapparaît de nulle part. Alors, le mec, il est là, il croise. Ah, non, mais je suis désolé. Le mec, il réapparaît, il fait Oh, Paul! Et l'autre fait Ah, Oui. t'es là! Ouais, ok, salut. quand même, hein, on passe quand même complètement sur le fait qu'ils étaient quand même en train de se massacrer l'un l'autre. Hein, tu sais, Oui, non, mais, oui, non, ça, mais ça, attends. Ils ont buté plein de. Ah merde, désolé, j'ai buté Pierre, excuse-moi, je suis désolé, vraiment, dommage collatéral. Enfin, Et l'autre, est en mode, non, vas-y, les butez pas. Et tu fais, mais, bah, bref, ils l'ont ramené au chausse-pied, mais apparemment, c'est comme ça dans le bouquin aussi, je crois. Dans tous les cas, justement, oui, il revient auprès de Paul et c'est justement toute une intrigue parce que avant même la mort de Leto, il y avait des soupçons sur le fait que Jessica soit ou non la taupe. Parce qu'avant qu'on sache que c'était Yui, le docteur Yui, c'était justement Gurney pensait que c'était Jessica. En gros, Leto, pardon, avait fait en sorte de, entre guillemets, laisser courir ce bruit, si je me trompe pas, tout en sachant que c'était pas Jessica, si tu veux. Mais bon, vu que le duc est mort, Gurney a un peu pris le truc à cœur, et du coup, je crois que c'est Gurney, puis et il y a Toufirawat aussi qui était dans cette équation, je me rappelle plus bien. Mais du coup, il y avait toute cette intrigue où Gurney venait et essayait de se venger de Jessica, ce qui n'a pas du tout eu lieu, ce qui est... Ok. Bah là, la vengeance de Josh Brolin, il veut l'exercer contre Dave Bautista, Oui, du coup, c'est Raban. ça, oui, ça pour le coup, oui, c'est respecté. Et là, pour le coup, je trouve ça pas fou. Là, pour le coup, parce qu'il te monte un peu la sauce, comme on Oui, avait sur dit, ça, mais je suis d'accord. sur le fait que lui, il veut se venger de Raban, et en fait, t'arrives à la conclusion avec Raban et il le one-shot. Deux coups de couteau, ouais. Il est là, Raban, et l'autre, il vient, et pouf, coup de couteau fini. Donc voilà, il y a un manque. Ouais, c'est ça que je parlais quand je disais je suis un peu déçu sur le final. Il y a ça, Ouais. notamment. Ça, Mais par contre, je trouve que le perso, il sert à quelque chose, notamment pour la cachette là, avec les armes nucléaires, tout ça. Ouais, mais c'est ça que je disais qu'il sert qu'à ça. Enfin, il Oui. lui dit il y a une Oui, cachette d'armes nucléaires et puis voilà. Enfin, c'est fini. Mais bon, voilà. Je trouve que Josh Brolin, je suis un peu déçu parce que ce personnage dans le premier déjà je le trouvais pas très intéressant. Là, je le trouve toujours pas très intéressant. Mais bon, c'est un des rares que j'aime pas. Hein, voilà, pour le coup. Pour le coup, moi, l'empereur et sa fille, du coup, Florence Pugh et tout, qu'ils soient pas très présents, ça me dérange pas, en vrai, au final. Moi, Florence Pugh, je trouve très charmante dans ce film, c'est un délire. Hein, avec, non, mais là, ils ont de la prestance, Elle est folle, voilà, ça marche très bien, tu vois, quand ils sont là, mais ils sont pas du tout très centrales au film, ils sont là juste pour qu'il y ait la fin, et ils seront sûrement très importants par la suite, je pense, pour Messiah. Non, pas vraiment, c'est pas des personnes. Mais c'est le truc si, de Herbert, si, hein, il y a si. les personnages, ils passent, mais c'est pas. À part les personnages principaux, tu passes assez vite hein, sur ce genre de personnages. Ils sont là parce qu'ils ont un rôle politique, etc. Mais Ah, je suis t'avances pas vite sûr, dans le hein. récit. On en parlera après. Non, vas-y, J'ai noté un balance. truc, Vas-y. Je balance ce que vous voyez parce que j'avais noté que notamment à la Villeneuve il avait parlé du fait qu'il avait casté Florence Pugh et il dit que voilà on va introduire ton caractère ton personnage dans la partie 2 et si on fait d'une Messiah tu auras un des rôles principaux, tu seras un des personnages principaux. Oui, elle sera présente, enfin elle sera même presque importante, mais pour le coup l'empereur beaucoup moins quoi. Ah oui. Ah, l'empereur, Et comme ok. d'autres, enfin tu vois, elle sera parmi d'autres, elle sera pas plus importante que d'autres personnages. Elle fera partie de la poignée de personnages autour du principal, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais. Mais elle sera plus présente. Donc, Oui, pense. oui. Parce que là, oui, c'est vrai que. Mais en fait, je suis en train de me dire, est-ce que si c'était joué par d'autres acteurs, est-ce que j'en aurais eu quelque chose autant à faire? Et en vrai, non, pas tellement. Tu vois, c'est juste parce que c'est Florence Pugh et trucs. Donc en fait, ça change rien. C'est parce que voilà. Ça permet de les identifier tout de suite. De prendre Exactement. des grosses têtes comme Ça permet. et, Tu les identifies direct en tant que la princesse et en même temps, ça prépare la suite.
d'une Messiah, voilà, où ils auront plus d'importance, et là ils sont bien contents d'avoir cast Florence Pugh par exemple, ou ce genre de choses quoi. Après pour le côté Harkonnen, bah moi j'aime pas Dave Bautista les gars, je suis désolé. Ouais, j'ai tendance à être fan un peu de lui depuis qu'il, enfin c'est sur des Ah non mais c'est pas l'acteur, Shyamalan et c'est tout. le Ah, personnage. c'est Là, le personnage ouais non là j'ai pas, ouais non, bah après Raban il est pas très intéressant, on va pas se mentir. Bah non, c'est juste un bourrin, mais il m'a fait rire, moi. Bah après C'est oui, surtout je ça, peux en fait. comprendre mais en fait il est tout le temps en mode impulsif quoi, et au bout Ah d'un bah moment, oui. je trouve tellement pas ça intéressant, et enfin il se fait. Mais on pouvait pas s'attendre à autre chose de toute façon, je pense. Bah quand même, tu vois, je trouve que j'aurais peut-être voulu un truc un peu plus, un autre trait de sa personnalité que juste c'est une grosse brute qui tabasse tout le monde quoi. Mais bon, c'est comme ça. Par contre sur le baron, je suis toujours, ouais, moi je suis toujours conquis, même si oui il est moins présent, mais à chaque fois qu'il est là, je trouve qu'il vole la scène quoi. Enfin il est toujours impérial, moi je trouve. Ah, Stellan c'est ça Skarsgård. qui m'en fait penser Non. au chat Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles. Oh putain. Non, mais... ah non mais là c'est très grave les comparaisons les potes là. Mais quoi? Non mais n'importe quoi. Non, mais... Ouais, là on n'était pas prêt. Ouais là j'ai pas prêt là. C'est parce qu'il vole genre. Ouais, il vole et puis il a une pipe là. Donc, ouais, ça m'a fait penser à ça. Un peu plus sombre quand même, un peu plus. Une chicha là, à un moment, il me semble. Et... Oui. Les chichas de l'espace. C'est n'importe quoi. Bon, parlons de Paul. Paul Atreides, quand même plus intéressant que dans le premier film. Bah, le film il est rythmé par son parcours, voilà, c'est lui vraiment le cœur du film. Il a le parcours à la Avatar, mais qui finit pas bien. En fait, il s'imprègne d'une culture très très spéciale, bah, comme dans Avatar, et là où le personnage de Jake Sully dans Avatar est complètement assimilé à cette culture et abandonne son côté humain et devient un navi. Voilà, il devient. Là ici, bon, il s'imprègne de la culture, mais il, à la fin, bah voilà, on peut le dire maintenant, il reprend quand même son statut de duc. Quand il se fait appeler à la fin, quand il se nomme lui-même, le premier truc qu'il dit, c'est je suis le duc de Atreides, quoi. Il s'impose en tant que Lisan al-Gaib et ensuite il dit bon, maintenant que vous me suivez en tant que Lisan al-Gaib, je rappelle, je suis le duc. Voilà, tu vois, il n'oublie pas. Hein, voilà, je suis Atreides, je suis quelqu'un de l'aristocratie, quoi. Il dit pas qu'il est Fremen, quoi. Et voilà, du coup, c'est là où on sent le parcours du héros classique qu'on avait dans le premier et qui pouvait être un peu banal. Là, pour le coup, elle est vraiment retournée, quoi. À la fin, il y a une certaine noirceur dans le personnage qui arrive, quoi. Après, moi, j'ai envie de te dire qu'il annonce la couleur dès le début du film, puisqu'à un moment, il parle de vengeance. Il dit c'est le personnage Rebecca, de Lady Jessica Jessica, qui, oui, qui lui dit mais ton père croyait pas à la vengeance. Il dit moi, je suis pas mon père, moi, j'y crois et tout. Donc, dès le début, ça t'annonce la couleur, quoi. Ouais, bah après, il y a des trucs qui sont annoncés évidemment avant, mais il a quand même cette lutte intérieure en lui qui est en mode. Il s'oppose à sa mère au début. Oui. Et il est en mode non, j'ai pas envie de contrôler les gens, voilà, de me faire passer pour un messie que je suis pas. Là, j'ai pas envie de faire ça. Il se met en opposition au Bene Gesserit aussi avec la prophétie, tout ça, qui dit voilà, vous l'avez inventé et tout. Oui, bah, il est complètement dans ce truc-là au début. Il refuse d'endosser ce rôle-là. Hein. Et d'ailleurs, il est très convaincant chez Chalamet, hein, parce que je trouve que voilà, il le joue très bien au début. Alors que moi, je suis très réticent sur lui. Hein, moi, je suis pas là, mais je trouve que ça lui va bien. Et après, à la fin, quand il change de personnalité un peu, t'as les traits qui changent presque. C'est un truc de fou. T'as presque l'impression que ses traits changent. Il est un peu terrifiant, quoi, à certains moments, quoi. Oh, terrifiant, je dirais pas jusque-là. Mais oui, il est crédible. Il est crédible dans son aspect autoritaire, là, clairement. Voilà, il a un côté dictatorial qui s'impose direct, quoi. Là, quand il parle aux Fremen dans la grotte, t'as l'impression qu'il va les démarrer, quoi. Oui, hein, le speech, oui. Hein, là, c'est là où il s'affirme, hein, pour le coup. Je l'ai trouvé magistral à ce moment-là. Il y a même la révérende mère là, qui lui dit fais gaffe à tonton et tout, puis il lui dit silence, ferme ta gueule. Oui. Mais il lui a refait ce qu'elle lui a fait dans le dans le premier. Elle a utilisé la voix contre lui. Comment osez-vous, machin, il retourne le truc contre elle. Et là, on sent que le côté, la voix, la force en lui, elle est beaucoup plus puissante. Là, pour le coup, je sais pas ce qu'il a bu, hein, mais il a un power up là. Quand tu la calmes direct, t'es en mode ok.
Ah, c'est plus le même, hein. C'est Oui, plus oui. juste la conscience de Paul qui est là. À partir du moment où il se réveille, qu'il a bu l'eau de la vie, il a accès à des connaissances. C'est vraiment d'un coup plus du tout le même homme, quoi. Il a accès à des connaissances que même les révérends de mère n'ont pas. Du coup, c'est ça en fait. Il a le côté des deux branches. Il a les connaissances et féminines et masculines. C'est ça. Et de ses Ce qui ancêtres. était l'objectif génétique de. Mais alors, pour le coup, gros ajout. Enfin, il me semble que c'est un ajout par rapport au bouquin, parce que j'ai pas du tout le souvenir que Fedrota ait subi le Gamjabar. Absolument pas souvenir de ça. Je crois que oui, c'était un ajout. J'avais entendu que c'était un ajout du film. Et ouais, mais du coup, ça accentue le côté contrôle des Bene Gesserit, qu'on comprend que Paul n'est pas forcément le seul choix. C'est ça, c'est pas la seule option. Mais je pense aussi c'est ça qui va rebuter peut-être des gens pour le côté mystique et tout, c'est qu'il est peut-être beaucoup plus, il embrasse beaucoup moins le côté possiblement élu de Paul, il le remet tout de suite en question, tu vois, dans le film. Ce qui, je trouve, marche bien. Et d'ailleurs... Paul veut pas de ça, hein, techniquement. Oui, mais avec le personnage de Chani aussi, évidemment, tout ce truc-là. J'aime bien aussi que... Villeneuve, on sait qu'il aime bien laisser la place à des personnages féminins dans ses récits, hein, voilà, il est très attaché à ça. Et là, pour le coup, ce que j'aime bien, c'est que sa mère, du coup, Rebecca Ferguson, j'ai oublié son nom, Jessica, et le personnage de Chani, ça représente le tiraillement de Paul, en fait. Parce que Chani, c'est le côté plus terre-à-terre qui lui dit qu'il n'y croit pas du tout. Donc, Paul est plutôt de ce côté-là, hein, du côté de son amoureuse. Il n'est pas déchiré par sa mère et Chani. Non, mais je veux dire, c'est la représentation de son déchirement. Dans le sens où Chani représente le fait qu'elle n'y croit pas du tout et que Rebecca veut l'amener vers ça. Et c'est un peu ça au début. Paul, il est en mode, dans sa tête, je ne crois pas comme Chani. Et il est en opposition avec sa mère. Et au final, il finit par être du côté de sa mère, entre guillemets, puisqu'il accepte un destin choisi par sa mère. Alors ça, j'ai beaucoup aimé le côté... non, parce que c'est pas vraiment du côté de sa mère. Là, Paul a complètement dépassé ce que... Là, sa mère s'attendait pas à ça, entre guillemets, je pense. Oui, mais je veux dire, il embrasse le fait d'être Lisan al-Gaïb, tu vois. Oui, c'est ça que je veux dire, c'est dans ce côté-là. Oui. C'est pour ça qu'il y a une opposition entre les deux. Du coup, c'est la mère et l'amoureuse, voilà, qui c'est qui va choisir. Bon, il n'a pas choisi l'amoureuse à la fin, mais bref. Bien qu'il sait qu'il le dit en une phrase. Oui, qu'il l'aime, voilà. Non, et puis elle acceptera, elle reviendra. Je l'ai vu, elle acceptera, elle reviendra. Ah, ça, je sais pas, tu vois. Il l'a dit, hein. Ah, moi, il l'a dit, hein, clairement, c'est une phrase qui est dite. Non, mais je sais qu'il l'a dit, mais dans le traitement du film, le plan de fin, c'est Zendaya avec la tête vénère qui est en mode qui retourne chez les Fremen parce qu'elle est pas contente de ce qui s'est passé, quoi. Mais du coup, la relation avec Zendaya, je la trouve très très bonne. Enfin, je sais que c'est pas le truc le plus émotif possible, voilà. Entre eux, c'est pas l'histoire d'amour la plus spectaculaire, mais en même temps, elle est assez intéressante. Ça reste le cœur émotionnel du film parce que c'est un film assez franc, encore une fois, très distant des personnages, comme on a dit dans le premier. Mais ça manquerait justement un peu de relation entre les deux parce que t'as 2-3 plans mignons, mais t'as pas de... Ouais, tu penses ? J'ai pas souvenir où tu les entends parler concrètement de leur divergence là-dessus, quoi. Très peu. En fait, moi je trouve que c'est là où on sent plus la passion entre eux, c'est qu'à chaque fois elle lui dit, elle est en opposition. Oui, tant que tu resteras celui que tu es, etc. Oui, ce genre de truc. Et toi, Ista, cette relation, t'as parlé, ça t'a tenu émotionnellement ou pas ? Ouais, je les ai trouvés mignons tous les deux. C'est très mignon. Ouais, c'est mignon. Ouais, ils ont des beaux moments et tout. Et puis après, c'est un peu déchirement à la fin quand le personnage de Chani est en mode. Et qui lui dit moi je vais me marier à la princesse là. Voilà, toi tu te casses maintenant. c'est un peu déchirant quand même. Non, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont dit que ça manquait d'émotionnel, parce que c'est un film de Villeneuve. C'est vrai que je suis pas en train de pleurer non plus à la fin du film, quoi. Mais, oui. Non, complètement. Mais moi, tu vois, au moins, il en a pas fait trop, parce que moi, j'aime pas les romances qui en font trop dans les films. Je suis en mode, ça me saoule, tu vois. Et il joue pas le mystère, surtout, si on sait déjà qu'ils s'aiment bien, voilà. Dès le début, avec tout la promo, et vu les visions qu'on a eues dans le premier, il va pas jouer le même. Est-ce qu'ils vont sortir ensemble ou pas, tu vois? Non, c'est bon, il n'y a pas de créer de suspense. On le sent dès le début, il y a une attirance, voilà. Oui. C'est cool. Et le personnage de Zendaya, je le trouve hyper bien joué, comme tu as dit, Cyril. Il y a tout. Enfin, elle joue beaucoup avec son regard. Zendaya, c'est plutôt bien fait. Et la remise en question du fanatisme est vraiment poussée. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à la remise en question du fanatisme, c'est les jeunes qui sont pas du tout croyants pour le coup à cette alors que c'est les vieux
qui sont eux, par contre, vraiment fanatiques. À quoi. contrario, Stilgar, lui, il est excellent pour le coup comme personnage. Bah voilà, qui est dans le fanatisme. Et c'est plutôt les vieux, c'est peut-être un propos un peu actuel, et je pense que Villeneuve, il veut que les jeunes sont beaucoup moins bernés par ces trucs-là que des vieux avec le fanatisme. Je pense qu'il y a un truc vis-à-vis de ça, pour le coup, qui est assez fort. Et ouais, moi, le personnage de Javier Bardem, il fait beaucoup rire. Hein. Enfin, en fanatique religieux, pour le coup. Parce qu'il y a un recul, en fait. Nous, on a un recul sur la situation, et lui, à chaque fois, il a les Sanar Gaïb. Il a toutes les signes, le moindre signe, la surinterprétation tout de suite. C'est trop drôle. C'est hyper des drôle. Pour rien, juste quand il dit je suis pas les Sanar Gaïb, en mode il est tellement humble que c'est oui. les Sanar Gaïb. Oui, mais en vrai, c'est pas plus loin. Enfin, je veux dire, ce genre de personnage-là. Oui. Enfin, tu vois, c'est traité de manière un peu drôle aussi, hein, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, les vrais fanatiques, il y en a certains, voilà. Hein, tu vois, ils peuvent. C'est pas un enfant de cœur, Stilgar, attention. Et tu sais, je parle même pas de trucs religieux, hein, mais tu regardes les fans de certains acteurs ou certains popularités, il fait un truc, ils sont en mode putain, c'est incroyable, tu vois, ce qu'il dit. Tu sais, c'est des trucs du fanatisme, quoi, qui est très présent. Quoi. Et ce fanatisme qui est entretenu par le personnage de Rebecca Ferguson, encore une fois, qui devient une espèce de gourou un peu vicieux, tu sais, qui murmure. Complètement vicelard. Hein. C'est la Bene Gesserit en action. Moi, elle me fait un peu flipper. Hein. Elle est détestable. C'est c'est un délire. Je me rappelais pas que je l'ai détesté autant ce perso. Elle a un côté mystique là pour le coup, je trouve. Un côté vraiment avec son bébé, parce que là on peut le dire son enfant qu'elle entend dans son ventre, mais des fois elle se parle tout seule avec elle et moi ça me fait flipper un peu. Genre un peu côté folle, on dirait, tu sais, où elle se parle à elle-même. Mais il y a des gens qui flippent, je crois, quand ils la voient parler tout seule. Oui, bah tu vois. En fait, c'est parce que de toute façon, en fait, normalement, la fille la sœur de Paul naît. Et du coup, c'est une petite. C'est clairement. Il y en a qui l'appellent c'est la petite abomination, quoi. Parce que à 2 ans, elle te tient une conversation comme toi et moi. Elle parle clairement avec des propos clairs. Elle est capable de parler de sexualité avec. C'est ce qui choque d'ailleurs à un moment dans le roman, justement, ça les choque. Ouais, c'est l'abomination, machin. Parce qu'elle est capable de parler ouvertement et trop ouvertement d'ailleurs de sexualité avec des adultes. Du coup, ça choque. Et c'est justement le côté, le fait qu'il l'ait pas fait naître et qu'il lui fasse parler à travers Jessica, ça permet de pas perdre de temps dans le film pour le coup, d'introduire Alia, de perdre du temps justement à montrer toutes ces scènes où elle est bizarre, parce que Alia c'est vraiment un personnage bizarre qui prendra de l'importance par la suite. Et c'est un choix, là justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le choix hyper intéressant de Villeneuve, que j'ai peut-être un peu de mal à digérer, de ne pas avoir Alia dans le film. On l'a en vision, là justement on voit, mais on voit, est-ce que c'est réellement elle qui parle ou sa mère ou, là encore, voilà, est-ce qu'elle est folle ou pas. On ne sait pas, parce que bon, Jessica, manipulatrice, ma fille, il y a plein de petites subtilités là-dessus, mais le rendu au final, le rendu dans le film, je trouve que ça marche super bien pour le coup, parce que du coup, ça perd pas de temps, ça te montre clairement où veut aller Jessica. En plus, je veux dire, toutes les personnes qu'elle a autour d'elle, qui sont complètement, c'est des grandes fanatiques qui vont répandre ensuite sa parole. Cette scène-là, je la trouve pas mal aussi pour le coup. Quand, je crois que c'est juste après que Paul ait bu l'eau de vie. Cette scène-là. Non, c'est juste avant. Enfin bref, tu vois justement tout ce côté manipulateur. De toute façon, tous les aspects du film, j'ai adoré. Juste le côté intrigue par rapport à justement aussi Jessica, mais ça aurait peut-être fait aussi beaucoup de l'ordre, tu vois. Le côté, voilà, la naissance de la fille, introduction de la fille, etc. Ça aurait fait perdre trop de temps dans le film. Et l'intrigue avec Gurney, justement, qui tourne aussi autour de Jessica, du fait que est-ce que c'est elle, oui ou non, qui a trahi Leto, alors qu'il s'avère que non. On sait que c'est le docteur. Mais ça, on le sait déjà, oui. C'est ça, voilà. Donc, est-ce que, tu vois, c'est des choix finalement pertinents par rapport au film, qui fait déjà quand même 2h46, si je ne me trompe pas. Donc, et qui est dense, hein, parce que comme on disait, même s'il y a quand même un peu d'aspect contemplatif, on en a beaucoup moins que dans le premier, ça passe beaucoup plus vite, on a beaucoup plus de choses qui se passent sur beaucoup plus de temps. Non, ouais, voilà, c'est les choix d'adaptation un peu spéciaux que Villeneuve a fait qui vont peut-être déranger, hein, parce que le fait Alia, c'est un personnage important. Justement, normalement, c'est elle qui tue le baron Harkonnen. Donc ça, pareil, c'est le. Vu qu'on est dans la partie spoiler, on peut en parler. C'est ça aussi, hein, la mort du baron, c'est vite fait bâclé. Hein. Il arrive. Pareil, son entrée, on voit les vers qui arrivent dans le désert, mais après, voilà, ellipse, on ne sait pas ce qui se passe, comment ils sont arrivés et rentrés dans le vaisseau, etc. C'est dommage. C'est ça, ouais, la grosse bataille, on l'a pas vraiment, quoi. Non, c'est ça.
Bah, tu Ça, c'est t'imagines pas que les Verts, ils ont bouffé tout le monde, et puis point, quoi. Ils se sont fait les quelques résistants. Ouais, mais ça c'est dommage parce qu'il aurait pu le montrer tout ça parce que je peux comprendre qu'il y ait le caractère tu sais c'est pas une bataille en fait c'est une destruction totale, enfin ils se font complètement annihiler. Oui, bah oui, mais t'es pas obligé de le représenter juste par le fait de bref. l'ellipser quasiment, tu peux le montrer la destruction et au début ça démarre super bien, enfin je veux dire t'as le plan où Paul où il y a les explosions nucléaires où il y a Paul qui regarde ça de loin, enfin le plan il est super, t'as le moment où les Verts ils arrivent tous les trois là qui est super, enfin et ils se font défoncer la tête et après tu crois que ça va démarrer, tu sais, parce qu'il y a des soldats qui sont encore en vie et tout, et bah non, en fait, tout est un gros... Mais comme dans le la première bataille où ils se font défoncer les Atreides, c'est hyper rapide, quoi, genre c'est expéditif, et t'es en mode, ouais, mais je veux bien pour que le coup, ça fait bien côté miroir, hein, pour le coup, ça a été évoqué pas mal de Oui. par pas mal de critiques, c'est côté miroir, c'est les mêmes scènes, mais me fais pas monter la sauce pour pas me mettre... Il manque un petit quart d'heure sur la fin, non? T'es pas obligé de rusher le truc, quoi, et bon voilà c'est dommage parce que en plus les moments d'action qui sont avant, donc toutes les attaques des Fremen qui se passent avant et tout, je les trouve beaucoup mieux, tu vois, dans l'action en tout cas. Et d'ailleurs le climax du coup il est un peu il redescend un peu à ce niveau là, et le combat de Paul avec contre Feyd Rautha, que le mec c'est la première fois qu'il le rencontre, bah c'est un peu moins, ça te prend moins aux tripes, tu vois, surtout que avant je pense que le gros enjeu émotionnel il était avant, c'était le moment où il devient Lisan al-Gaïb. Oui. Bah c'est ça, hein, de toute façon. Mais c'est ça, je pense qu'on en attendait trop autour de ce combat, alors qu'en fait, ce combat, c'est juste mais c'est lui qui te monte la sauce. Non mais c'est dans le film, il te monte la sauce quand même. Il te la monte. C'est vrai. Bah, c'est vrai qu'ils te font tout un truc au milieu du film avec juste Feyd Rautha qui bute des mecs. Mais je vois pas comment ils auraient pu rendre ça beaucoup plus épique, hein, réellement. Enfin, tu vois, mais je pense qu'il aurait pu montrer beaucoup plus de destruction, genre de mecs qui se font défoncer, tu vois. Genre. Oui, ça pour l'attaque générale, oui, mais je pensais au duel. Mais oui, sur l'attaque générale, il manque toute l'entrée dans le vaisseau. C'est ça. On voit juste Paul qui arrive sur un plan avec de la fumée, etc. Il arrive tout droit, tout le monde se met sur le côté, met son épée, hein, parce que faites un beau couloir pour qu'il puisse aller allez, salut papy, et puis roule ma poule. Non mais en vrai là, j'avoue que c'était problématique, ça allait trop vite là. Après la mort du baron, par exemple, j'aime bien, tu vois, pendant la fin. Ah ouais, parce que j'adore la musique à ce moment-là. Oui, la musique est sympa, mais je veux dire, il le tue comme un chien, tu meurs comme un chien, et voilà, genre là, c'est vraiment cruel pour lui, mais en même temps, je vais pas pleurer pour le baron, je vais pas te mentir, je vais pas pleurer pour lui. Ouais, mais genre vraiment là, je combattant de toute façon. Donc, oui, c'est pas un combattant, mais et oui, voilà, il avait ce côté un peu spécial. D'ailleurs, la révélation que Paul est un Harkonnen, par exemple. Elle passe un peu à côté, enfin tout le monde s'en fout. J'ai l'impression que t'es en mode. Elle est pas si importante que ça, hein, réellement. Ouais, voilà. Mais c'est dans vraiment traité comme un truc pas très important dans le film. Enfin, genre vraiment, on te dit, au fait, by the way. Non. En fait, ça tombe juste bien vu que c'est au moment de sa transition de Paul gentillet, entre guillemets, qui veut pas assumer, et Paul qui vire. Là, Paul tout de suite beaucoup plus autoritaire, machin. Ah ouais, j'ai du sang Harkonnen, c'est ce dont je vais me servir pour qu'on gagne. Côté guerrier, quoi. Enfin, tu sais, côté. Oui, il le dit d'ailleurs. Un peu sale, quoi. On va pas se battre proprement, quoi. On va pas se battre proprement. Et c'est ce qu'il fait en utilisant les atomiques. Ok. Et du coup, mais en fait, au moment de la révélation, tu penses que ça va être utilisé ou quelque chose, et en fait non, enfin c'est jamais vraiment utilisé. Il lui dit salut cousin à Feyd à un moment, et puis l'autre il fait oui, ok, non, c'est ça. Mais après c'est en fait c'est plus ou moins entre guillemets important, c'est pour tout le lore qui suit bien après. Ok, il prépare c'est un truc qui est important. C'est pas préparé, c'est juste que là il respecte le lore en le mentionnant. Parce que ça, typiquement, s'il mentionnait pas tout ça, ça ferait trop grincer des dents aux gens qui connaissent, je pense. Mais réellement, ça n'a pas d'importance dans l'immédiat. Ok. Pour le coup, on va finir sur le seul personnage qu'on n'a pas parlé, peut-être, qu'on a parlé brièvement, mais Feyd Rautha, moi, je me suis pas exprimé dessus. Mais je trouve qu'il a une super intro, moi, Feyd Rautha, parce que je sais que ça fait un peu cliché, et le personnage, il est vraiment unilatéral, mais bon, comme les Harkonnen y sont, quoi, de toute façon. Juste qu'il a un côté psychopathe, en plus, un psychotique, complètement en plus. C'est le psychopathe ambitieux, comme on a vu, et puis la relation avec son oncle est plus complexe, mais très bien résumée, entre guillemets, dans le film. C'est-à-dire, c'est le nabaron qui voudrait être baron, et puis le baron qui dit non, me tue pas trop tôt, on a d'autres ambitions, etc. Parce que, en fait, les Harkonnen, ils sont ultra puissants, parce qu'ils sont ultra riches, hein, dans le... Bah oui, parce réellement. Ouais. Et c'est ça, c'est... Profiter de l'épice pendant des décennies. Ouais.
Mais tu vois, genre son intro avec ses couteaux, il teste ses couteaux sur les gens et tout. Direct, tu sens le mec, il est complètement taré. Et le combat qu'il fait dans l'arène, je trouve pas hyper bien fait, mais pour le coup, ça, pour son personnage, c'est super parce que le mec est d'une viciosité. Il est bien introduit, ouais. Il est bien introduit. Ouais. Il amène 3 gars, sauf qu'il lui, il les tue parce qu'ils sont drogués, tu vois. Donc il a un côté complètement vicieux, mais en même temps. Il y a à la fin, le baron, il fait en sorte qu'il y en a un qui est pas drogué. Et il a ce côté... Et c'est pas n'importe qui, c'est un Atréide en plus, qui est pas mauvais. Hein, Oui. Mais il est en mode... Il est en mode en fait, c'est pas parce que je suis vicieux que je drogue mes gars que je vais pas le défoncer. Il a quand même ce côté, je suis très fort, quoi. Tu vois, de base. C'est quand même un mec qui est hyper fort. Et ça, je trouvais que c'est bien parce qu'il s'est montré son côté vicieux, mais en même temps, même sans le côté drogué, il les aurait fumés quand même, en fait, les gars, quoi. Il est au-dessus dans tous les cas, quoi. Et après, voilà, il est plutôt bon, Austin Butler, dans ce niveau-là. Il est très caricatural, il est pas très important dans le film. Donc, les comparaisons avec le Joker, tout ça, je trouve ça un peu abusé. Mais voilà, je trouve qu'il fonctionne bien, quand même, en tant qu'antagoniste. Voilà. Ouais, je trouve aussi. Il est, pour ce qu'il a à jouer dans le film, il est très bon, il est impactant. Et du coup, est-ce que quelqu'un a des choses à rajouter? Il y a un moment, justement, avec Fedra là, avec Léa Seydoux. Ouais. Si j'ai bien compris, il lui a fait un gosse. Oui. Mais il doit y avoir une ellipse, non? Parce qu'elle sait direct qu'elle est enceinte. Ah non, mais c'est les Bene Gesserit, elles le sentent tout de suite. Elles sont même capables intérieurement de choisir si ça sera un garçon ou une fille. Donc c'est pour ça qu'elle dit, ça y est, ce sera une fille. Donc c'est elle-même qui a décidé qu'elle peut. Elles sont tellement maîtres de leur métabolisme qu'elles peuvent choisir ça. C'est un délire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est parce que dans le 1, en fait, il y a Jessica qui dit qu'elle n'est pas sûre que quand Paul il lui dit que vous êtes enceinte, il dit j'avais des doutes, mais j'étais pas sûr, tu vois. Il y a peut-être une ellipse entre les deux scènes. Vu que je l'ai vu qu'une fois, je me suis pas bien rendu compte. Mais en fait, c'est dit que oui, ils peuvent choisir le sexe et tout. Je crois que c'est dans le premier déjà ou dans le 2. Enfin bref, c'est Jessica qui a choisi de mettre dans le premier. Ouais. Et après, elle lui dit de façon qu'il est sexuellement faible. Enfin, voilà quoi. En gros, bon. Et voilà, il est contrôlable à ce niveau-là. Ouais, pour Herbert, ça, c'est la faiblesse des hommes. Hein. Ça reviendra beaucoup plus tard dans le lore. Mais oui. Oui, après, ça m'étonne pas que voilà. Des Harkonnen soient faibles face à ça m'étonne pas. C'est des bêtes, hein, de toute façon. Dans le lore, c'est vraiment ils sont sans pitié. Quelqu'un a autre chose à rajouter avant qu'on passe à la potentielle suite, peut-être? Très bon film, très bonne suite. Très bon film, ouais. J'ai hâte de l'avoir en Blu-ray là. Ça va être... Moi, j'ai hâte de le revoir au ciné, mais j'ai hâte de l'avoir en Blu-ray parce que ça va être une belle expérience aussi à la maison, je pense. Pour ceux qui ont des belles installations, etc. C'est vraiment une pépite, je pense. On n'a pas parlé du sound design, on l'a évoqué vite fait, mais il est très bon encore une fois, comme dans le premier. Le sound design, il pète, hein, vraiment sur le bien verre, plus puissant, sur les explosions. Bien plus puissant que le premier. Donc ouais, là ça envoie. Si vous voyez en Dolby ou quoi, c'est plutôt pas mal. Ouais. Bah oui, c'est pour ceux qui ont la chance d'avoir une salle Dolby ou bon, a priori pas laser parce que ça flash trop, hein. Les moments d'intense où on est un peu dans le désert pour un peu que ce soit un peu sombre et hop, vision là, faites gaffe aux rétines, hein. Mais en vrai non, c'est une superbe expérience pour le coup. Je comprends qu'il fasse autant écrire, hein, ou parler. C'est vrai que cette année, au niveau des entrées, j'imagine peut-être un Deadpool et Wolverine parce que la hype, tout ça, ils vont marketer à mort et du coup ça va mettre du monde le premier week-end. Oui, il a des challengers. Dans l'année, il va avoir des challengers. Mais c'est cool déjà. Vraiment, c'est une bonne chose qui marche aussi bien. Déjà, le double du premier, c'est une belle surprise. Et Ista, peut-être un truc à rajouter, une petite conclusion? Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est un bon film. Je le trouve quand même meilleur que le premier, en vrai. Parce que déjà, il est beaucoup plus beau. Et ça envoie. En tout cas, c'est un film à voir au ciné parce que c'est vraiment bien filmé, quoi. La musique est folle, le casting est super. Voilà, j'ai quelques réticences, sur le final, mais sinon, c'est vraiment pas mal. Ouais. Allez, tu le notes combien celui-ci? J'ai dit, je l'ai mis 4 aussi. 4 mais il me manque juste le... Ouais, 4,25. Ok. Ouais, 4,25. Ouais, donc il y a un step-up, t'avais mis 3,75 au 1. Ouais, et la 4,25. À toi, mon petit Al, combien tu lui mets?
Oh, je sais pas, je suis pas fan des notes. Plus que le vrai premier, voilà, mais je n'arrive pas à noter. Mais ouais, moi je trouve supérieur, voilà, en tout, visuel, en termes de personnages, de parcours, de trucs, voilà, c'est vraiment un bon blockbuster, voilà. Ça se fait rare en ce moment, mais ouais, moi j'ai été convaincu, j'aime bien Denis Villeneuve. Après, je pense que je préfère toujours Premier Contact dans ces films de SF. Je pense que ça ne bougera jamais. Mais vraiment, ouais, là pour le coup, c'est un vrai bon spectacle, je trouve, pour le coup. Et voilà, je suis plutôt convaincu. Moi, j'avais un truc à rajouter. Ah, vas-y. Je suis désolé, mais la scène sur la planète des Harkonnen, ça a déjà été fait dans Thor 4. Voilà. On pas parler. Mais le pire, c'est que la scène dans Thor 4, elle est plutôt bien faite, je trouve. Mais Oui, après, moi aussi, elle n'est j'ai pas à ce pas niveau-là. compris. Mais... Ouais. Elle est pas à ce niveau-là, mais elle est plutôt. Il y a de l'inventivité là pour le coup chez Villeneuve tout de suite dans les designs, même regarde le coup du feu d'artifice, c'était une bonne idée. Hein. Je m'attendais pas à ça. On va parler avant de se quitter peut-être de la suite, de la série. Peut-être on a quelques infos sur Dune Messiah, parce que je pense qu'il va le faire. Voilà, il l'a dit, ça va être fait. Mais bon, il va faire potentiellement un autre film entre temps. C'est ça, Ista? Oui, il a dit que ce ne sera pas son prochain film. Il a notamment 4 projets sur la table en ce moment. Oh non, c'est trop. Oui. Non, mais il fera pas 4 projets, mais en second, il a 4 projets dans l'esprit. 4 projets, il a rendez-vous avec Wiframa, dont on avait parlé. Oui. Il a un film Cléopâtre. Il a donc Dune Messiah. Et il a aussi un projet secret dont il ne peut pas encore parler. Oui, il a pas mal de projets. Moi, je pense qu'il en fera un autre, un film avant Dune Messiah. Je pense pas qu'il fera 3 trucs avant. Pareil, mais je pense que ce sera un rendez-vous Wiframa. Ça a l'air d'être pas mal avancé. Oui, apparemment, c'est pas mal avancé. Mais vu qu'on est dans la partie spoiler toujours, normalement, il y a une ellipse de 12 ans entre les deux films, entre le 2 et le 3. Donc, s'il prend son temps, remarque au niveau de la physiologie des acteurs, ça risque de jouer là-dessus, justement, c'est bien. Ah oui. Ça ira, ils lui mettront un petit peu de barbe à Timothée, voilà, c'est tout. Bah oui. Après, je pense que ça va quand même arriver vite parce que là, Hans Zimmer a déjà commencé à écrire la musique. Parce que Denis Villeneuve lui a déjà demandé à écrire la musique et lui, il a déjà commencé à écrire le script. Donc ça va pas trop traîner non plus. Et il est même bien avancé, le script. Il a commencé il y a un moment. Donc effectivement, je pense qu'on devrait pas attendre non plus 50 ans. Faut pas qu'il fasse trop tôt quand même. Hein, parce que il y a des trucs qui feraient bizarre. Ouais, pas forcément. Je sais pas. Barbe à Timothée Chalamet, et puis voilà. Il trouvera des trucs, je pense. Mais on a aussi la série qui est toujours prévue pour cette année, dont on avait parlé dans les news. C'est Dune Prophétie, du coup, qui se passerait 10 000 ans avant Dune. Pour le coup. C'est bien ça. Toi, tu as des infos, toi, Cyril non, pas sur la série en particulier, mais alors il y a déjà eu des écrits, mais pour le coup du fils sur cet âge-là. Donc ça va être sur le tout début du Bene Gesserit, si je ne m'abuse. C'est ça. C'est aux créations de la guilde, etc. Ça va être au tout départ de la création des maisons, etc. Prémisse de ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, Vas-y, ça. Oui, exactement, parce que c'est basé sur le roman La Communauté des Sœurs, écrit par Kevin J. Anderson et Brian Herbert, donc le fils de Frank Herbert, voilà, qui raconte la jeunesse de cette communauté des Bene Gesserit, et ça se passe effectivement 10 000 ans avant le film de Villeneuve, enfin avant le premier truc. Et au casting, on a déjà quelques noms. On a Emily Watson qui a joué dans Tchernobyl, Olivia Williams dans The Crown, qui comprend les sœurs Harkonnen, celles qui vont fonder le Bene Gesserit. On a Travis Fimmel qui jouait Ragnar dans Viking, qui jouera Desmond Hart, un soldat charismatique au passé énigmatique qui cherche à gagner la confiance de l'empereur aux dépens de la sororité. Et on a aussi Jodie May qui a joué dans The Witcher et Mark Strong qui a joué dans Kingsman, qui sont au casting. Ouais, gros casting encore, et voilà. On n'a toujours pas de date de sortie pour la série, mais du coup, elle devrait 2024, c'est cette année. Oui, mais elle devrait venir cette année. Donc voilà. On sait que c'est bientôt, mais quand ? Ils vont laisser la hype du film retomber et puis ils nous feront une annonce possiblement dans quelques semaines maintenant. Oui, je pense. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Je pense que ça ira vers la fin d'année, peut-être été ou automne, je pense. Ils attendaient le deuxième film avant de sortir la série. Donc, oui, je pense. Ils vont attendre la pente descendante de l'exploitation en salle pour balancer un trailer et puis nous sortir une date. Je suis curieux, j'ai hâte de voir. Parce que pour le coup, le Bene Gesserit, ça va être
un traitement sympathique à explorer. C'est un ordre fourbe et fou. Bah là, ce sera pas Vietnam, donc je sais pas si ça sera traité de la Non. même manière, en fait. Donc, Non, mais c'est un des aspects quand même les plus intéressants de l'univers, je pense, le Bene Gesserit. Oui. Parce qu'il y a d'autres entités qu'on n'a pas développées encore dans l'univers de Dune qui sont aussi intéressantes. Le côté technologique, le Tleilaxu. Les Tleilaxu, pardon, qui sont justement tout l'aspect technologique qu'on n'a pas vu, ou presque de Dune, qui est aussi intéressant que le Bene Gesserit pour le coup. Et tu vois, ce serait intéressant qu'ils fassent des trucs, qu'ils fassent une adaptation aussi sur les Tleilaxu. Mais après, il faut voir si ça marche, tu vois. C'est plutôt ça. Si ça marche, peut-être que il y aura d'autres séries et d'autres trucs. Et ça, on n'est pas à l'abri. Et ça sortirait sur quoi, on sait, non? Max, je pense. oui, c'est Max, c'est une série Max, ouais. Ok, d'accord. Parce que c'est HBO, du coup, la série. Du coup, avant de se quitter, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Les sorties de la semaine prochaine, quelles sont-elles? On a le film de Michael Mann, Ferrari, qui sort sur les plateformes Amazon Prime. Du coup, Michael Mann, réalisateur de Collateral. Il y a l'autre qui fait des... Je sais pas ce qu'il fait, Cyril. Réalisateur de Collateral, Hit... le dernier des Mohicans, Ali, voilà, qui revient 10 ans après Hacker, il me semble, quasiment. Donc voilà, ce sera peut-être à voir. Et on a un film Netflix aussi, c'est ça qui sort. Oui, alors je sais plus son nom français, mais son nom en VO, ça s'appelle Damsel. C'est avec Millie Bobby Brown, qui a joué dans Stranger Things. Et c'est en gros une princesse qui va se battre à l'épée contre des dragons. Enfin... ouais, voilà, c'est un truc de fantasy. Donc on parlera c'est de Carpunch 2. Non, ça se passe pas dans un asile, il n'y a pas d'emboîtement. Mais t'inquiète pas, dans un peu plus d'un mois, on parlera de Zack Snyder, t'inquiète pas. On refera sa fête, t'inquiète pas. Cyril. Ah mais attends, moi j'ai appris qu'il allait y avoir une version de 6 heures. Oui. Moi j'attends de voir ça, parce que si c'est pour voir des trucs incomplets, c'est bon, on a déjà donné avec la Snyder Cut. mais tu sais que j'y pensais, je me disais, la partie de Rebel Moon, ça va lui faire du mal d'une en fait, parce que c'est aussi de la SF et... C'est vrai que là, voilà, il n'y a quoi. pas photo, quoi. c'est compliqué, là. Le contraste est dur, quoi. Ouais. Mais on va se quitter. Merci Cyril d'être revenu pour cet épisode, pour ce diptyque. On se dit rendez-vous dans 4 ans pour le 3. Ouais, ou peut-être sur Dune Prophétie, si on le fait. c'est ça, Ça se trouve. Le monsieur, le pro de... Le pro Dune, le pro Seigneur des Anneaux et le pro quoi, Star Wars, non? Non, c'est pas plus spécial. Non, pas plus. Le pro Game of Thrones. Toutes les littératures qu'on a adaptées, je les ai rebouffées. Les Harry Potter, les sorceleurs, les trucs comme ça. Mais surtout Dune et Seigneur des Anneaux, faut pas déconner. Voilà, faut dire la vérité, la fantasy, c'est meilleur que la SF. On se retrouve... il va bouillir là. Et on se retrouve vendredi prochain pour les news de la semaine. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, à vous abonner selon votre plateforme d'écoute et à mettre le petit pouce en l'air, à mettre les 5 étoiles. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine pro, Ista. Ouais, on se retrouve la semaine pro. Allez, ciao. Salut.